Salam alaikum. Alors, Inch'Allah, on va commencer. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne pouvez pas répondre, répondez dans le chat. Ok, Inch'Allah. Alhamdulillah. Il n'y a que Ibrahim qui m'entend? Ok, Inch'Allah. Bon. Ok, ok, parfait. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, salam alaikum à tous et à toutes. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Alhamdoulilah, je tiens à tous et toutes vous féliciter dans un premier temps de votre présence, en sachant que c'est un dimanche matin, c'est le 2 juillet, on est à plusieurs jours après les rides, et vous avez quand même fait l'effort de venir ici, alhamdoulilah, pour pouvoir en apprendre plus sur le monde de l'investissement. Donc vous avez choisi, au lieu de passer du bon temps, de vous amuser, etc., hein, de passer un temps de divertissement, vous avez décidé de passer un temps et de chercher à obtenir un temps où vous allez obtenir de la connaissance. Donc, alhamdoulilah. Donc, Inch'Allah, on va commencer, d'accord? Je vais commencer cette présentation. Ça, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Lire. Alors, donc, je vais essayer de me mettre le... Je vais essayer de me mettre l'onglet discussion. Non, je ne mets pas l'onglet discussion. Donc, alors, normalement, on était censé être une vingtaine de personnes. Et là, je vois qu'on est beaucoup, beaucoup moins. Du coup, Inch'Allah, on va privilégier les échanges, les interactions. D'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, je n'aurai pas le chat. D'accord? Donc, je ne vais pas pouvoir voir si quelqu'un lève la main ou si quelqu'un veut poser une question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque quelqu'un a une question ou souhaite effectuer une remarque, il n'y a pas de souci. Il peut retirer, enfin, mettre son micro et dire ce qu'il a à dire, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et comme ça pourra vraiment être quelque chose d'interactif. Parce qu'à la base, j'avais prévu que ce soit quelque chose un petit peu en mode cours magistral. Pendant 45 minutes, 1 heure, j'allais vous présenter un petit peu de manière très générale le monde de l'investissement et après, j'allais vous donner un temps de réponse. Mais là, vu qu'on est beaucoup moins, Inch'Allah, on va pouvoir en profiter encore mieux. Alors, hop là. Alors, bon, donc parfait. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, investir en tant que musulman. Donc là, je pourrais rajouter investir en tant que musulman en 2023, étant donné que le monde de l'investissement, enfin, plus précisément le monde de la finance, et c'est ce que je vais aborder ici, Inch'Allah, plus précisément les différents actifs financiers. Donc, je ne vais pas parler d'immobilier, etc., parce que c'est des sujets qui sont déjà vus et revus. On peut trouver énormément de ressources sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, tels que les vidéos YouTube, mais on a même des comptes Instagram, etc. Donc moi, je vais surtout aborder la question des différents produits financiers. Dans quels produits financiers, quels actifs financiers, quelle monnaie est-ce qu'on va pouvoir investir notre argent, de quelle manière, est-ce que c'est licite ou pas, etc., etc., Inch'Allah. Donc, ici, je vous ai mis un petit sommaire, Inch'Allah, donc pour vous donner un petit peu une ligne de conduite générale de ce que je vais tenter d'expliquer ici. Donc, il faut savoir que vous allez devoir prendre des notes. Donc là, je vous conseille, avant qu'on commence la présentation, de prendre quelque chose, prendre de quoi noter, Inch'Allah, à côté de votre PC ou de votre téléphone. Ça dépend ce sur quoi vous suivez le webinaire. Et de prendre des notes. Parce que je vais donner beaucoup, beaucoup d'informations. Toutes ces informations-là, il va y avoir des termes techniques, il va y avoir des termes qui vont être en anglais, etc., etc. Et surtout, si vous êtes débutant dans ce monde, vous risquez d'être très rapidement perdu. Du coup, vous allez vraiment devoir prendre un maximum de notes pour pouvoir comprendre. Et bien entendu, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, vous n'hésitez pas, vous prenez la parole, Inch'Allah. Donc, d'abord, on va aborder la question de la finance islamique. Ensuite, pourquoi investir son argent? Qu'est-ce qui fait qu'un musulman doit investir son argent? Quand je dis doit, il n'y a pas d'obligation religieuse, loin de là. C'est plus dans un sens, on va dire,
quelque chose de logique, en fait. Et de toute façon, vous allez comprendre quand je vais aborder les points que je vais aborder dans pourquoi investir son argent, vous allez comprendre des raisons qui font qu'on doit investir notre argent, surtout en tant que musulman. Donc, quelles solutions d'investissement existent? Donc, ça va être le plus grand point. Donc, je vais essayer de parler de la bourse, les actions, crypto-monnaies, les matières premières, les monnaies, les fonds d'investissement, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train d'émerger, enfin, qui existait déjà depuis très longtemps, mais il y en a plusieurs qui sont en train d'émerger de nouveau, etc. Et on va essayer de comprendre un graphique à travers l'analyse chartiste. D'accord? Donc déjà, là, l'analyse chartiste, c'est un terme de vocabulaire. Vous comprendrez après, Inch'Allah, je ne vais pas euh, expliquer ça tout de suite. Ensuite, un point à savoir où je vais faire en sorte de vous donner juste quelques conseils, quelques règles. Il y en a, je crois, 6 ou 7. C'est des règles que j'ai appris à la suite de mes 2 ans et demi d'expérience dans le monde de l'investissement, alhamdoulilah. Ensuite, je vais vous présenter quelques outils du monde de l'investissement qui vont vous permettre de rester sur les problématiques monétaires, sur les problématiques économiques, à jour sur, vous allez pouvoir obtenir le graphique de n'importe quel actif financier. Vous allez pouvoir, je vais même vous montrer des sites internet qui vont vous permettre d'obtenir des crypto-monnaies, donc d'en acheter, etc., etc. Bon, ça, je vous montrerai après, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, je me présente, d'accord? Parce que la plupart d'entre vous sont venus via WhatsApp. Mais via WhatsApp, il y a très peu de personnes qui me connaissent, notamment, notamment depuis que je viens de commencer justement à développer un maximum cette activité qui est d'initier les personnes, de sensibiliser les personnes à l'univers des crypto-monnaies et plus largement au monde de l'investissement. Parce que nous, en tant que musulmans, je dis nous en tant que musulmans, en tout cas dans la communauté musulmane, ici en France, bon, pas qu'ici en France, certainement ailleurs aussi, mais en tout cas ici en France, là où j'ai eu le plus de retours d'expérience, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont intéressés par l'investissement, mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. En fait, on va avoir différents profils. On va avoir le profil qui ne comprend pas comment ça fonctionne, il a de l'argent, mais il ne sait pas comment ça marche, il ne s'en approche pas. Du coup, il garde son argent en banque. On va aussi avoir le profil de la personne qui ne comprend pas ce que c'est, mais qui va se dire, vas-y, il y a de l'argent à gagner, je mets mes sous. Peu importe, c'est pas grave. Ça, c'est un deuxième profil de personne. Et on va avoir un troisième profil de personne qui va vraiment chercher à comprendre comment fonctionnent les différents produits financiers, comment fonctionne le trading, comment fonctionnent toutes ces notions-là qui existent dans le monde de la finance pour essayer en tant que musulman de trouver des solutions qui vont être licites à l'investissement et qui vont permettre de pouvoir faire travailler son argent de manière passive. Pardon. Donc, moi, je me présente, c'est Jmel Atalhaq. Donc, j'ai actuellement 23 ans et ça fait maintenant 2 ans et demi à 3 ans que je suis dans le monde de l'investissement. Ma porte d'entrée, ça a été les crypto-monnaies. Donc, j'ai commencé à investir de l'argent, à comprendre comment fonctionnait le monde des crypto-monnaies euh, au tout début. Et ensuite, j'ai commencé un peu à me diversifier, à essayer de comprendre comment fonctionnaient les autres types de produits financiers, notamment les actions, notamment les matières premières, le forex, donc les monnaies, directement l'euro, le dollar, le yen, etc. Donc, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient ces différents marchés. Et donc, maintenant, ça fait 2 ans et demi que j'ai pu, alhamdoulilah, accumuler un certain nombre de connaissances et d'expériences en tant qu'investisseur et même en tant qu'entrepreneur. Et du coup, je me suis dit, OK, Rata, maintenant, ça fait longtemps ça fait plusieurs années que tu es dans ce monde-là. Tu connais plusieurs personnes qui sont intéressées par ce monde-là, mais qui ne veulent pas. Enfin, tu connais les 2 autres profils, d'accord? Tu connais le profil des personnes qui ont de l'argent, qui veulent investir, mais qui ne comprennent pas, donc ils ne s'en approchent pas. Et tu connais les personnes qui ne comprennent pas, mais qui investissent leur argent. Et du coup, je me suis dit, ce profil de personnes-là, c'est la majorité. Du coup, moi, avec les connaissances que j'ai pu acquérir, les erreurs que j'ai pu commettre, les gains que j'ai pu effectuer, les pertes que j'ai pu recevoir, je me suis dit, OK, Arta, c'est une sorte de responsabilité de me dire que je dois apprendre aux personnes, je dois donner le peu de science que j'ai, parce que bien entendu, je ne suis absolument pas expert, mais je dois donner le peu de science que j'ai aux personnes pour leur éviter de commettre les erreurs que j'ai pu commettre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire et aussi des formations, notamment dans le monde des crypto-monnaies, pour apprendre aux personnes et leur éviter de commettre les erreurs que j'ai pu commettre. Parce que c'est quelque chose de très répréhensible. Et nous, en tant que musulmans, on a l'obligation d'être particulièrement soucieux vis-à-vis de la provenance de notre argent. Il faut impérativement que l'argent qu'on obtienne soit totalement licite. Et en tout cas, on doit tout faire pour, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en place. Donc, disclaimer. Alors, il faut savoir que quand on commence à parler de finances, il y a des règles de base qu'on doit impérativement respecter en étant ici en France. En étant ici en France et partout, et
Je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais en tout cas en France, l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui est responsable de la régulation des différents marchés financiers et de tout ce qui est autour des marchés financiers ici en France, oblige chaque personne qui veut parler d'investissement, d'une certaine manière, elle les oblige, en fait, qui est quelqu'un qui n'est pas conseiller financier, et en fait, moi, je ne suis pas conseiller financier, à vous donner certaines règles. Donc, ces règles, ce sont les suivantes. Ce webinaire n'est absolument pas un conseil en investissement. Donc, tout ce que je vais dire ici n'est absolument pas un conseil, n'est absolument pas une incitation à investir votre argent. Loin de là. D'accord? À investir votre argent, en tout cas, sur des produits qui sont très. Enfin, alors, investir votre argent, si, vous devez investir votre argent, mais dans quoi? Après, c'est à vous de voir. Et c'est pour ça que moi, je vais aborder les nombreux points qui vont suivre. Donc, mon contenu est à but éducatif et ne se substitue pas à un conseiller financier. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital investi ou prêté. Par rapport à ce point, je vous raconte une petite anecdote. Sachez qu'il y a des personnes qui avaient une certaine épargne, on va dire plus ou moins importante, parce que ça reste quand même une somme d'argent qui est assez grande. Donc, une personne qui avait investi, je crois, 40 000 euros dans un NFT ou bon, dans les crypto-monnaies, grosso modo, je vous vulgarise, hein, dans les crypto-monnaies, et qui, en une semaine, elle a tout perdu. Donc, zéro. Zéro, zéro, zéro. Et ces personnes-là, elles ne se sont pas renseignées, elles n'ont pas fait attention, elles n'ont pas calculé le ratio de gains et de pertes. Donc, elles se sont dit, OK, bon, bam, on balance tout. Et à la fin, ces personnes, elles deviennent dépressives ou bien elles finissent par se suicider. Ça arrive, c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital investi ou prêté. Parce qu'il y a aussi des personnes qui empruntent de l'argent pour pouvoir investir. Donc voilà. Le contenu de mes formations et webinaires, ainsi que les produits proposés, sont uniquement éducatifs et informatifs. D'accord? Donc, Inch'Allah, après avoir précisé ces règles, on va passer au point suivant. Donc maintenant, je vais vous parler de la finance islamique. D'accord? Donc, la finance islamique, ça a l'air d'être un terme qui est un peu compliqué, mais en fait, c'est très simple. En fait, c'est tout le monde de la finance, tout ce qu'on peut retrouver dans le monde de la finance. Donc, les produits financiers, les méthodes de financement, le prêt, l'emprunt, les différents actifs, les actions, les monnaies, tout ce qu'on va retrouver dans le monde de la finance qui est en accord avec les règles de transaction islamique, avec les règles de charia. Donc, c'est pour ça qu'on appelle généralement un produit qui est en accord avec les règles de transaction, qui est en accord avec la charia. Donc, un produit qui est charia compliance. Généralement, ça, c'est un terme que vous pouvez retrouver en faisant vos recherches, notamment nous, en étant musulmans, on sait que lorsqu'on va effectuer nos recherches, on va surtout chercher à savoir si tel produit est halal ou pas. Donc, ça, c'est des termes ça, c'est un terme que vous pouvez retrouver. D'accord? Donc, toute opération se doit de respecter le système juridique islamique qui comprend de nombreux interdits. D'accord? Enfin, nombreux interdits, c'est relatif. Mais en tout cas, ça comporte quelques règles. Pourquoi est-ce qu'on dit nombreux interdits? Parce que, malheureusement, le monde de la finance, et ça, c'est une règle que je vais vous citer juste après, est composé peut-être à 90-95% de produits financiers qui sont illicites, qui, dans leur façon de générer des revenus, dans leur façon de générer des rendements, dans leur méthode de fonctionnement, c'est quelque chose qui est illicite. Du coup, nous, on a quelques règles en tant que musulmans qu'on doit impérativement respecter lors de nos recherches sur un produit ou sur un investissement X ou Y. D'accord? Donc, on a quelques règles. Ces quelques règles, les voici. Donc, l'accord mutuel. D'abord, il faut que les deux personnes soient d'accord avec le fait d'échanger ou d'acheter et de vendre le produit en question. D'accord? Il faut d'abord qu'elles soient. Il faut que ce soit des personnes qui soient pubères, d'accord, et des personnes en pleine possession de leurs moyens. Donc, quelqu'un qui est, je ne peux pas dire par exemple, OK, je sais pas, une voiture appartient à quelqu'un qui est atteint d'autisme, de trisomie 21, de quelque chose qui va diminuer ses capacités, en tout cas de prise de décision, ses capacités mentales. On va dire, je vais plus dire un fou, comme ça on prend vraiment l'extrême. Lui dire, OK, vas-y, bah écoute, moi je t'achète ça, attends, toi tu m'achètes ça, attends. Lui, il ne peut pas en fait. Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de lui, qui va prendre la décision pour lui. Donc, ça, c'est une des conditions. Une deuxième condition, ça va être la capacité et l'aptitude. En fait, c'est là. C'est dans la capacité et l'aptitude qu'il va falloir que la personne soit apte à prendre une décision. Ensuite, on a propriété. On ne peut pas vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça, c'est quelque chose de base, d'accord? Je ne peux pas aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, vas-y, je vais te vendre cette voiture à 3 000 euros. Le mec, il me donne l'argent et après, je vais acheter la voiture. Ça, on n'a pas le droit en islam. Ensuite, la licéité. Donc, la licéité du produit qui est acheté ou vendu, c'est quelque chose de base. Je ne peux pas fonder un commerce sur la vente d'alcool, par exemple.
Même si ça représente toutes les conditions, si cette condition-là n'est pas valable, ce n'est pas possible. Au revoir. Ensuite, attendez, la disponibilité. Ah, je ne vois pas. Alors, ouais, je crois que c'est la disponibilité du produit. Donc, le produit doit bien être disponible. Quand on dit la disponibilité du produit, par exemple, je n'ai pas le droit de chercher à vendre les oiseaux qui sont dans les airs. Je ne peux pas aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, tel oiseau, je te le vends. Il n'est pas disponible. Je ne peux pas vendre quelque chose qui n'est absolument pas disponible. Je ne peux pas aussi vendre le poisson qui est dans l'eau. Je peux le vendre que lorsqu'il est sorti de l'eau et que je le détiens. Je ne peux pas vendre le poisson qui est dans l'eau. Ensuite, la connaissance de la marchandise ainsi que son prix. Et là, sur cet exemple-là, on a l'exemple du viager. L'exemple du viager, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez donner une certaine somme d'argent à une personne âgée qui détient une maison. D'accord? Vous allez lui donner une sorte d'apport. Et ensuite, vous allez lui donner de l'argent chaque mois jusqu'à que cette personne décède. Et dès qu'elle décède, vous allez récupérer le bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est illicite en islam et qui n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la durée de vie de la personne n'est pas connue. Du coup, on ne sait pas quand est-ce que on n'a pas de prix qui est fixé sur le bien qui est vendu. Du coup, ce n'est pas ce n'est pas un achat qu'on peut réaliser ou bien une vente qu'on peut effectuer. Et ça, bien entendu, ça se retrouve dans plein d'exemples. Mais principalement, on va dire, c'est ces 6 règles-là auxquelles vous devez faire impérativement attention au moment de vos recherches. Alors, maintenant, pourquoi investir son argent? D'accord. Donc, on a parlé des différentes règles de transaction, de la finance islamique. Maintenant, on doit chercher à comprendre pourquoi est-ce que j'investirais mon argent? En fait, c'est très simple. L'argent laissé dans la banque permet à la banque de faire plus de prêts à intérêt. Quand vous allez laisser votre argent en banque, en fait, dites-vous que quand vous avez 10 000 euros que vous allez déposer sur votre compte en banque et vous allez le laisser, la banque va utiliser cet argent, la banque a le droit d'utiliser cet argent pour générer des prêts sur votre argent. Donc, elle peut prêter jusqu'à 12 fois l'argent des dépôts. Quand on dit 12 fois, ça veut dire que si vous déposez 10 000 euros, la banque a le droit, en appuyant sur entrée, d'envoyer à quelqu'un d'envoyer à quelqu'un 120 000 euros. Ça veut dire qu'on est dans un système où on a 110 000 euros qui vont être créés par une simple touche. 110 000 euros qui vont être créés par une simple touche. De cet argent-là, ils vont récupérer de l'intérêt. Ils vont récupérer de l'intérêt. Ils vont mettre un taux d'intérêt, 1,2, 3,5, bref, peu importe le taux. Donc, en fait, grâce à votre argent, ils vont effectuer des prêts sur lesquels ils vont effectuer un prêt. En fait, ils vont prêter de l'argent qui n'existe pas sur votre dépôt et en plus, ils vont générer de l'intérêt. Donc, ça, c'est la réalité de ce qui se passe avec les banques. Donc, nous, en tant que musulmans, c'est assez problématique de se dire qu'on va laisser notre argent en banque sans aucun problème. Et bien entendu, là, je parle de sommes d'argent qui vont être importantes. Bien entendu, il faut qu'on ait de l'argent sur notre compte en banque pour les achats de la vie de tous les jours, etc., de manière, pour des raisons utilitaires. Là, on doit avoir de l'argent sur notre compte en banque. Mais en tout cas, quelqu'un qui va laisser une somme d'argent assez importante sur son compte en banque, elle doit savoir que cet argent est utilisé par la banque. Et de plus, cet argent est inscrit au compte, au dépôt de la banque. Ça veut dire que quand vous déposez votre argent en banque, c'est inscrit dans le compte de la banque comme si cet argent appartenait à la banque. En fait, la banque est responsable de votre argent et de la sécurité de votre argent. La banque détient votre argent pour vous. Ensuite, l'argent laissé dans la banque perd de la valeur tous les jours. Pourquoi? Vous pourrez dire, non, mais 100 000 euros, si j'ai 100 000 euros aujourd'hui, dans un an, j'aurai toujours écrit 100 000 euros. Oui, oui, c'est vrai, tu auras toujours écrit 100 000 euros. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle l'inflation. La façon, vous en avez très certainement déjà entendu parler, notamment depuis Covid. Et pendant Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une quantité d'impression, une quantité de monnaie qui a été imprimée, qui est largement supérieure à ce qui a été fait en temps normal, justement pour soutenir l'économie. Et en fait, cette augmentation d'impression a fait diminuer la valeur de l'euro. Cette diminution de la valeur de l'euro, elle a fait en sorte qu'un produit qui valait 1 euro, vu que maintenant, on a, beaucoup plus de billets qui ont été imprimés, beaucoup plus de monnaie qui a été imprimée. Pour acheter une baguette qui à la base valait 1 euro, maintenant, il va falloir, je ne sais pas, 2 euros. Parce que il faut plus de monnaie pour avoir la même valeur sur un objet. Il va falloir plus de monnaie pour que ce soit quelque chose d'équivalent. Donc, il faut savoir que sur les 10 dernières années, l'inflation, pas sur les 10 dernières années, mais sur 10 ans en moyenne, l'inflation en France est de 1,2%. Donc, tous les ans, vous allez perdre 1,2% de la valeur de votre argent qui est en banque. Donc, je donne un exemple. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque, pendant un an, vous allez perdre 100 euros par mois. D'accord? Ça veut dire que, en fait, votre argent, il est littéralement,
en fait, c'est totalement dévalué. D'accord? Vous allez littéralement perdre de l'argent quand il va rester en banque. Parce que du fait de l'inflation. Donc, en fait, l'argent, il est fait pour circuler. L'argent, il est fait pour tourner. Et donc, j'ai un exemple. Quand on dit, ça, c'est dans le Coran, d'accord? Bon, j'ai pris ce verset, c'était pour imager la chose, d'accord? Je ne dis pas que les personnes qui vont garder leur argent sur leur compte en banque sont sont des personnes qui sont les frères du diable, loin de là. Mais alors, car les gaspilleurs sont les frères du diable et le diable, Satan, est très ingrat envers son Seigneur. D'accord? Je vous ai aussi mis le verset en arabe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous laissez consciemment votre argent en banque, consciemment votre argent en banque, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et en fait, ça veut dire que vous acceptez le fait de perdre de l'argent. Mais nous, en tant que musulmans, on ne peut pas se permettre de dire, vas-y, je perds mon argent, c'est pas grave. Parce on a des raisons derrière qui sont... Le fait de faire travailler l'argent, le fait que l'argent circule, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant pour l'économie et la communauté globalement que l'argent qui reste en banque. Alors, attendez, je vais juste enlever ça, parce que je ne vois pas bien. Voilà. Donc, l'objectif de générer de l'argent, ça va être de protéger. Il faut qu'on ait une monnaie qui puisse préserver la valeur de notre argent. Ça, c'est une des raisons principales du fait de, OK, il faut garder son argent, mais il faut aussi l'investir. Parce il faut qu'on puisse préserver la valeur de ce qu'on détient. On doit le faire fructifier en l'investissant. Le fait d'avoir de l'argent, ça va aussi nous permettre de sécuriser nos enfants, sécuriser notre famille. Parce que la réalité, c'est que même on a, euh, on a un récit dans la Salam qui explique que une, c'est préférable de laisser de l'argent pour ses enfants pour que ces enfants ne soient pas en difficulté, pour que ces enfants ne soient pas demandeurs d'argent. Je dis pas que, bon après, voilà, il y a différents avis. Il y a plein de personnes qui vont dire non, moi, j'ai pas envie de laisser d'argent pour mes enfants, j'ai envie qu'ils apprennent tout seuls, qu'ils aillent chercher leur argent. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi, j'ai envie de laisser la maison, j'ai envie de laisser l'argent, j'ai envie de laisser tout ça pour mes enfants. En fait, il faut un juste milieu entre les deux. Il faut un juste milieu. Ensuite, le fait de garder l'argent en banque, le fait de faire fructifier notre argent, ça va aussi permettre d'améliorer notre économie. Ça va aussi permettre de faire en sorte que l'économie que l'on connaît actuellement va l'économie intra-musulmane, je vais surtout parler sur cet aspect-là, le fait de l'investir, ça va permettre de faire encore plus tourner l'économie et du coup, ça peut aussi permettre de financer des infrastructures pour les pauvres, par exemple. Zakat el-Mel, ça c'est un exemple concret. Zakat el-Mel, le principe, c'est vous allez laisser une certaine quantité d'argent pendant un an. Si vous dépassez, j'ai oublié comment on appelle, si vous dépassez le nisab, pardon, si vous dépassez le seuil auquel vous êtes imposable, donc vous devez payer la zakat, vous allez la payer donc à hauteur de 2,5% de ce que vous avez détenu pendant un an. OK. Et ça, c'est pour les pauvres. Donc là, maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez prendre la parole, Inch'Allah, pour des personnes qui se sont renseignées sur ça. À votre avis, qu'est-ce que ça représente? Allô? Vous ne pouvez pas parler? Ah, OK, d'accord. Alors, c'est ça. C'est ça, Inch'Allah, Ibrahim. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, ça va être le graphique de l'inflation, donc de 91 à 2022. Donc, ça, c'est un graphique que j'ai récupéré sur le site de l'INSEE directement. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai pas le curseur. En 91, on était aux alentours de 3,1, 3,2%. D'accord? Et en fait, bah, du coup, enfin, un petit peu après la crise Covid, quand même, voilà l'inflation ici. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas le curseur, mais on atteint une inflation à 5,2% en 2022. En gros, mais genre, je veux vraiment attirer votre attention sur la courbe. Ça veut dire que 5,2% correspond à si vous avez laissé votre argent, je vulgarise, hein. Si vous avez laissé votre argent en banque de 2021 à 2022, vous avez perdu 5% de la somme. Vous avez perdu 5% de ce que vous déteniez, alors que vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait avec votre argent. Donc, en fait, vous avez juste perdu votre argent. Alors, maintenant, donc, on a expliqué pourquoi est-ce qu'on devrait investir. On a parlé d'inflation, on a parlé des règles de transaction plus tôt.
Maintenant, je vais vous parler des différentes solutions d'investissement. Quelles solutions d'investissement existent? Bien entendu, il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres, d'accord? Mais ça, c'est les solutions d'investissement que personnellement, je connais le mieux vis-à-vis des autres, d'accord? Parce que le monde de l'immobilier, je ne me suis pas spécialement intéressé. Le fait de déposer son argent auprès d'une banque avec une sorte de compte PEA ou bien les sous-coups, etc., j'ai pas, je ne réalise pas à titre personnel ce genre d'investissement. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc, je préfère m'abstenir d'en parler, d'accord? Donc, on a différentes solutions d'investissement qui existent, d'accord? Donc, on va avoir les actions, pardon, la monnaie, donc Forex, les fonds d'investissement, les matières premières et les crypto-monnaies. La bourse, je l'ai mis, mais voilà, c'est un cas un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Donc, maintenant, qu'est-ce que la bourse? Alors, la bourse, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Si vous voulez, la bourse, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande des produits financiers traditionnels. Donc, le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande d'un produit physique ou d'un service. Là, on parle des produits financiers traditionnels. Donc, la bourse est régulée dans chaque pays par une institution. En l'occurrence, en France, c'est l'AMF. L'AMF, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant, donc c'est l'autorité des marchés financiers. Ensuite, on a la SEC. La SEC, c'est la Security Exchange Commission, qui est située aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est elle qui va s'occuper justement des différents marchés financiers, notamment des valeurs mobilières, que je vais vous expliquer juste après. Pardon. Donc, je vous ai fait un petit tableau des différents produits qu'on va pouvoir retrouver sur la bourse. D'accord? Donc, c'est vraiment les produits traditionnels. Donc, tout d'abord, on va avoir la bourse des valeurs mobilières. Valeurs mobilières, c'est quoi? C'est les actions, les ETF, les obligations et les produits dérivés. D'accord? Donc, quand je dis les actions, je vais vous expliquer c'est quoi juste après, normalement, Inch'Allah. Si vous voulez, les actions, vous connaissez très certainement. Les actions, c'est une part d'entreprise. C'est un morceau d'une entreprise que vous allez acheter en échange d'un dividende normalement, bien entendu, ça dépendra aussi du statut de l'entreprise, mais normalement, en échange de dividendes que vous allez recevoir, soit de manière trimestrielle, soit de manière semestrielle, soit de manière annuelle. D'accord? Ensuite, on a les ETF. Un ETF, en fait, c'est un groupement de plein d'actions. Donc, en fait, dans un ETF, je vous dis une bêtise, vous allez mettre 500 euros dans l'ETF. L'ETF, il va utiliser vos 500 euros et il va les splitter, il, il va les séparer, pardon, entre un nombre très important d'entreprises. Et en fait, ça va permettre, si vous voulez, de diminuer les risques. Parce que si derrière une entreprise se casse la gueule, les autres vont garder disons que les autres restent au même niveau, on va avoir en fait une sorte d'équilibre. Le fait qu'une entreprise va perdre une valeur très importante, ça n'impactera que très peu la valeur de l'ETF. D'accord? Donc c'est là aussi qui est intéressant. On a les obligations que je vais vous expliquer juste après. Donc les obligations, généralement c'est des obligations d'État. Ensuite, on a les produits dérivés. Produits dérivés, je vous dis un exemple. Par exemple, on va avoir le prix de l'orange, le prix de la tonne d'orange, par exemple. Et le produit dérivé, ça va être le prix du jus d'orange. C'est possible de spéculer sur le prix du jus d'orange. Ensuite, on va avoir les métaux, les matières premières, pardon. Donc les métaux, l'or, l'argent, le platine, etc. Donc c'est possible d'acheter et de vendre ce genre de métaux. Bon, bien entendu, c'est soumis à des conditions, je vous expliquerai juste après. Les hydrocarbures, pétrole, gaz, etc. Ensuite, on a même les céréales, le blé, l'orge, le maïs, etc. On a le bois aussi. Le bois, c'est aussi possible de spéculer dessus et d'en acheter. Alors, je vais essayer d'aborder les différentes conditions de licéité juste après, Inch'Allah, d'accord? Mais là, il faut savoir que sur les matières premières, une des conditions principales, en fait, une des conditions principales, c'est que lorsque vous allez l'acheter, il faut qu'il y ait un déplacement. Il faut que les matières premières que vous achetiez soient déplacées d'un point A à un point B. Sinon, ce n'est pas considéré comme étant un achat ou une vente. C'est obligatoire, il faut qu'il y ait un déplacement. D'accord? Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, en fait, qu'il y ait un déplacement dans le sens où vous allez détenir ce que vous achetez. On en revient à ce qu'on dit juste avant. Quand vous achetez quelque chose, vous devez le détenir. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne détenez pas et acheter quelque chose que vous ne détenez pas. D'accord? Quand je dis détenir, bien entendu, maintenant, sur notre compte en banque, on a des chiffres, on ne détient pas réellement l'argent, mais elle nous appartient. Elle nous appartient, d'accord? Parce que c'est notre compte. Là, c'est le même principe où, vu que c'est des matières premières, c'est quelque chose de réel, de physique, il faut qu'on le détienne. Ensuite, on a la bourse des produits financiers spécialisés. Produits dérivés, indices boursiers, matières premières, produits finis, etc. Donc, produits dérivés, c'est comme je vous dis juste avant. Indice boursier, ça va être un indice. Ce n'est pas réellement
ce que vous allez acheter. Ça va être uniquement un indice. Un indice, c'est une statistique qui va suivre le cours d'une action, d'une monnaie, etc., etc. Ensuite, on a les matières premières et après les produits finis. Donc, les actions et ETF, donc quelques bases. Donc, une action, comme je disais juste avant, c'est une part d'entreprise. Donc, une action, on peut en acheter. D'accord. Donc, c'est licite d'acheter des actions sous certaines conditions. Donc, on peut détenir, vendre, obtenir des plus-values, même recevoir des dividendes des actions. Ce n'est pas un problème. Ensuite, on va avoir les actions et les dettes d'entreprise. Actions d'entreprise, comme je disais juste avant, c'est clair. Dette d'entreprise, c'est au même titre. En fait, il faut savoir que pour qu'une action soit licite, on va avoir quelques conditions. Tout d'abord, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'investir dans une action, dans une entreprise qui va. Mais en fait, on revient aux mêmes règles de transaction juste avant. Vous n'avez pas le droit d'investir votre argent dans une société qui va, par exemple, fabriquer un produit qui est illicite, qui va vendre du porc, qui va vendre de l'alcool, etc., etc. Ça, vous n'avez pas le droit. Ensuite, là, vous voyez, c'est écrit 5%. Vous demandez sûrement c'est quoi. En fait, si vous voulez, les savants se sont réunis et ont expliqué que si une entreprise n'a que 5% de son activité qui est illicite, on a le droit d'investir dedans. Vous avez le droit d'investir dedans et au moment où vous allez récupérer, et en fait, chaque fois que vous allez récupérer des rendements de cette entreprise, vous allez devoir, vous allez devoir donner 5% des gains que vous avez réalisés grâce à cette entreprise. En fait, c'est une certaine sorte de purification. Donc, le chiffre que j'ai trouvé, c'est 5%. Ensuite, donc ça, c'est le premier filtre qualitatif. On va avoir ensuite un filtre quantitatif au niveau de la quantité. Donc, on a quelques règles, c'est que il faut que le taux d'endettement de la société ne dépasse pas 33%. Enfin, le taux d'endettement de la société ne dépasse pas 33%. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'on va faire le ratio entre les dettes de la société et sa capitalisation, il ne faut pas qu'on soit à 33, il faut qu'on soit inférieur à 33%. Si on est au-dessus, c'est illicite. Si on est au-dessus, on n'a pas le droit d'investir dedans. Et ça, c'est des conditions que vous pouvez très, très facilement retrouver sur les différents sites que moi, personnellement, j'ai pu utiliser. Et même si vous cherchez rapidement sur Internet, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations, Inch'Allah. Ensuite, justement, pour avoir ces informations par rapport aux entreprises, savoir quelle entreprise, quel taux d'endettement, combien est-ce qu'elle a de dette, quelle est sa capitalisation, quelle activité elle fait, etc., etc., vous allez avoir plusieurs sites. Notamment, vous allez pouvoir retrouver ici sur Yahoo Finance. Alors, le partage s'est enlevé, mais je vais le remettre. Donc voilà, vous allez avoir ici donc Yahoo Finance qui va vous permettre d'avoir plusieurs informations. Vous voyez, en fait, on a même des infos sur les crypto-monnaies. Ici, vous allez avoir les dernières infos mondiales, parce que vous allez avoir des informations vraiment de partout. Et normalement, voilà, normalement, vous allez pouvoir sélectionner les infos que vous allez rechercher ici directement, d'accord? Alors, vous allez aussi avoir Google Finance directement. Et pareil, vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations sur les différentes entreprises, d'accord? Et ça, en fait, si vous voulez, si vous décidez d'investir dans des actions, à titre personnel, je le déconseille. À titre personnel, quand des personnes me demandent mon avis sur les actions, je le déconseille. Je le déconseille pas parce que c'est illicite ou non, c'est juste parce que pour rester dans le licite, ça va demander une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité de présence et de charge mentale. En fait, il va falloir que vous vérifiez souvent, de manière très régulière, les informations de l'entreprise. Si ça ne vous dérange pas, si vous avez une personne qui peut vérifier les informations pour vous, qui peut vous dire ça c'est halal ou pas, mais si vous avez des solutions qui vous permettent de rester dans le halal, dans ce cas-là, ah bah, allez-y. Allez-y, investissez dans les actions si vous avez des solutions. Mais par contre, c'est quelque chose où ça prend un certain temps. Et moi, personnellement, dans mon profil d'investisseur, je n'ai pas envie de donner de temps à l'argent que je laisse dormir. Alors, dormir, entre guillemets, à l'argent que j'investis, parce que j'ai envie que c'est de l'argent qui travaille pour moi sans que je m'en occupe directement, Inch'Allah. Ensuite, on a les ETF. ETF aussi, donc, comme je vous disais avant, c'est un groupement d'actions directement. Alors, on va pouvoir retrouver des ETF qui vont être Sharia compliance, donc, qui sont validés par un Sharia board, par un groupement de personnes qui ont une certaine quantité de connaissances, qui vont valider, qui vont vérifier les sociétés, si elles sont licites ou pas, et qui vont permettre de créer des ETF. Il y a des ETF qui s'appellent iShar, je crois, Islamic World ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, et qui vont permettre d'investir dans plein de sociétés qui sont normalement Sharia compliance.
Donc, comme je vous parlais juste avant, donc là, on va parler des obligations et la dette d'État. D'accord? Alors, une obligation, d'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez comprendre à quel point est-ce que c'est systémique et à quel point est-ce que ça peut avoir un impact sur notre économie. Vous avez très certainement entendu, enfin, ou pas, il y a de ça quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, l'information comme quoi la dette américaine avait atteint des sommets inimaginables. Et en fait, là, avec les obligations d'État, vous allez comprendre pourquoi et comment est-ce que ça a pu se passer. Enfin, c'est un élément qui va vous permettre de comprendre pourquoi. Donc, je vais vous donner un exemple. Je suis un État, d'accord? J'ai besoin de 10 millions. J'ai besoin de 10 millions d'euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par ce qu'on appelle un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, en fait, c'est je vais vendre de la dette. Je vais émettre sur le marché de la dette, dire, écoutez, moi, j'ai besoin de 10 000, moi, j'ai besoin de 10 millions. D'accord? Moi, j'ai besoin de 10 millions. Donc, ces 10 millions-là, je vais les scinder en 1000 morceaux de 10 000 euros. Donc, on arrive à 10 millions. Ces 1000 morceaux de 10 000 euros, donc, on va dire que j'ai une part à 10 000 euros que je vais vouloir vendre. Cette part que je vais vouloir vendre à 10 000 euros, on va me l'acheter en échange d'un intérêt. Disons que j'ai fixé ce taux d'intérêt à 5%. D'accord? Ce taux d'intérêt annuel. Ça veut dire que chaque année, je vais devoir rembourser la personne à hauteur de 5%. 5% de la dette qu'elle a achetée, entre guillemets. Qu'elle a achetée. En fait, si vous voulez, en fait, elle va me prêter de l'argent. En fait, elle va acheter une dette que j'ai émise, donc elle va me donner 10 000 euros, je vais lui vendre cette dette, et cette dette-là, il y aura écrit dessus, grosso modo, euh, Monsieur Atta va devoir 5% annuel de la dette totale sur 10 ans, si on prend une période de temps de 10 ans. Donc, si on prend une période de temps de 10 ans, voilà le calcul. Ça va nous faire 500 euros par an, plus les 10 000 euros qui ont été émis à la base. D'accord? Donc, ça va faire au total, du coup, en fait, 15 000 euros. 15 000 euros, il faut savoir que sur les obligations, notamment les obligations d'État, on a très peu de chances, voire même presque, c'est presque même impossible, de ne pas recevoir son argent. Et ça, en fait, logiquement, vous l'avez très certainement compris quand j'ai parlé de taux d'intérêt, en fait, c'est illicite. On n'a pas le droit. Nous n'avons clairement pas le droit d'exploiter ce genre d'investissement, nous, en tant que musulmans, dû au taux d'intérêt qui est présent. D'accord? En tout cas, au taux usuaire. Alors maintenant, après avoir parlé de la dette, après avoir parlé des obligations, des actions et des ETF, on va parler des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, comme vous l'avez entendu, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, notamment dans la sphère musulmane, dans la sphère, ouais, dans la sphère musulmane, où on va avoir plusieurs personnes qui vont dire c'est licite, d'autres qui vont dire c'est licite. D'accord? Moi, je vais pas du tout aborder cette question maintenant. Ok? Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionnent les crypto-monnaies, comment fonctionne la blockchain. D'accord? Pour que vous compreniez, pour que lorsqu'on va vous en parler, vous allez savoir de quoi on parle. En fait, vous n'allez pas juste être à la rue, ou bien si vous voyez Bitcoin a atteint des sommets parce que les règles de transaction, parce que les frais de transaction, je ne sais pas quoi, vous allez comprendre de quoi on parle. Alors, il faut savoir que dans le monde des crypto-monnaies, il y a un abus de langage qui est fait, en fait. On ne dit pas crypto-monnaie, on dit les crypto-actifs. Pourquoi? Parce que tous les toutes les crypto-monnaies sont des crypto-actifs, mais tous les crypto-actifs ne sont pas des crypto-monnaies. On va avoir des crypto-actifs qui n'ont absolument rien à voir avec une monnaie, avec le principe d'une monnaie, loin de là. D'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Et éviter justement d'avoir cet abus de langage et dire, par exemple, qu'un NFT est une crypto-monnaie. Non, ça n'a rien à voir. OK. Alors, les crypto-monnaies utilisent la technologie de la blockchain. La blockchain, encore une fois, en fait, c'est juste un système qui va permettre, en fait, c'est un serveur. C'est un serveur. Sur un serveur, par exemple, vous allez avoir un site internet qui va être hébergé. Et bien là, en fait, c'est sur un serveur, vous allez avoir une crypto-monnaie qui va utiliser le serveur, qui va utiliser la puissance de calcul du serveur pour pouvoir exister. Là, je vous ai vulgarisé très, très rapidement. Donc, en fait, et ce système-là, il va aussi vous permettre de réaliser des transactions, ce qu'on appelle en peer-to-peer, de pair à pair. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir vous envoyer de l'argent, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe l'heure qu'il est, peu importe, euh, peu importe le montant, sans passer par la banque. Je vais pouvoir vous envoyer de l'argent par un autre système que de passer par la banque. Parce que voilà, bon, il y a plusieurs problèmes au système bancaire
qui font que des fois, ce n'est pas du tout intéressant de passer par la banque pour diverses raisons. Du coup, on peut passer par les crypto-monnaies pour effectuer ces transactions. On va aussi être sur un système, donc en l'occurrence la blockchain, qui va être quelque chose de décentralisé avec une grande scalabilité et une grande sécurité. En tout cas, c'est l'objectif. En fait, ces trois points-là, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler le triangle de la blockchain. D'accord? Je crois que je l'aborde juste après. Donc, l'objectif de la blockchain, ça va être d'être décentralisé. Donc, de ne pas avoir un organe de contrôle qui va décider ou non de la réalisation des transactions. Non. Ce sont ceux qui vont utiliser la blockchain, ceux qui vont utiliser la crypto-monnaie, grosso modo, qui vont permettre de sécuriser le réseau. Donc, la sécurisation va se faire de différentes manières que je vais aborder juste après. Et ensuite, la scalabilité, en fait, c'est le nombre de transactions qui va être possible d'effectuer par seconde. Plus une blockchain peut effectuer beaucoup de transactions, donc peut accepter un gros volume de requêtes, comme si vous étiez sur un site Internet, un grand nombre de requêtes, plus elle va être scalable. Et ça, c'est des objectifs. Ça, on va dire, c'est les trois grands points qu'on va chercher à atteindre avec une crypto-monnaie. Ensuite, donc la blockchain, système de stockage et de transmission des données qui est protégé de toute modification externe. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est les utilisateurs du réseau qui vont sécuriser le réseau. Ensuite, c'est un système qui est immuable et contient toutes les traces des transactions. C'est-à-dire que même par exemple, sur Bitcoin, j'en parlerai juste après, je vais vous le présenter. Bitcoin, depuis qu'il a été créé jusqu'à maintenant, toutes les transactions qui ont été effectuées depuis sa création sont répertoriées. Vous pouvez les revoir. Vous pouvez même revoir quelle a été la première transaction qui a été effectuée. Donc, en fait, c'est comme un grand livre ouvert. C'est comme un livre dans lequel vous allez écrire. Je ne vais pas dire, vous voyez le Coran. Le Coran, c'est un livre qui n'a pas changé, qui est présent, ça fait 14 siècles. Là, c'est le même principe. Ça veut dire que c'est une base de données qui n'a pas été changée, qui n'a pas été piratée. Il ne lui est absolument rien arrivé depuis maintenant, depuis 2009, en l'occurrence pour Bitcoin. Donc, comme je vous disais, ça permet d'envoyer de la valeur à n'importe qui dans le monde sans passer par de tiers de confiance. Donc, en fait, ça devient l'incarnation de la confiance. Ça incarne la confiance. Comme nous, on va avoir confiance dans un billet de banque, mais en fait, on n'a pas confiance dans le billet de banque. On a confiance dans l'entité qui a émis ce billet de banque. On va avoir confiance en la banque centrale parce que la banque centrale assure qu'elle va garantir la valeur de notre argent. Donc, elle va nous donner des billets pour dire, oui, ce billet-là, il vaut bien 10 euros, tu peux l'échanger contre des produits ou des services qui valent 10 euros sans problème. Donc, maintenant, je vais vous parler de Bitcoin pour que vous compreniez, en fait, quand vous allez entendre parler de Proof of Work. Alors, le Proof of Work, c'est quoi? Bitcoin, il est sécurisé. Pour que Bitcoin puisse se pérenniser, il doit être sécurisé. Pour que Bitcoin puisse être sécurisé, il faut une méthode de sécurisation qui puisse être adéquate aux objectifs de Bitcoin. Donc, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle le Proof of Work, la preuve de travail en français. Donc, le Proof of Work est un mécanisme permettant d'éviter les doubles dépenses. La plupart des crypto-monnaies utilisent cet algorithme de consensus. Avant, ça c'était avant, d'accord? C'est vrai qu'avant, au début, les crypto-monnaies utilisaient globalement cet algorithme. C'est ce que nous appelons une méthode de sécurisation du registre d'une crypto-monnaie. Le Proof of Work est le premier algorithme de consensus à avoir été lancé et demeure l'un des plus utilisés. Il a été introduit par Satoshi Nakamoto dans le livre blanc de Bitcoin en 2008, mais sa technologie a été conçue bien avant. Donc en fait, la technologie de la blockchain existe depuis bien avant. C'est simplement depuis l'utilisation de la blockchain en créant des crypto-monnaies que sa popularité a explosé. Donc là, je vais vous donner quelques chiffres, d'accord, de Bitcoin. Donc ça, c'est des chiffres qui datent du 10 juin, d'accord. Donc le 10 juin, là maintenant, le Bitcoin, je crois qu'il est à 30 000 et quelques. Donc Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie sur le marché, avec une dominance du marché on va dire, à 50%. C'est-à-dire que 50% du marché crypto-monnaie est totalement dominé par Bitcoin. Donc, c'est pour que vous compreniez à quel point est-ce que Bitcoin est important. Donc, la valeur du Bitcoin au 10,06, c'était 23 000. Maintenant, on est à 28 000 ou 29 000, je crois. Donc, avec une capitalisation boursière qui, bien entendu, a augmenté. Donc, on était à 460 milliards d'euros. Avec un ATH, donc le point le plus haut qui n'a jamais été atteint par Bitcoin, en tout cas en termes de valorisation pour un Bitcoin, c'était 58 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 58 000 euros. Avec un volume d'échange de 15 milliards d'euros par jour. Bien entendu, ce volume d'échange va être modifié chaque jour. Ça va augmenter ou bien diminuer. Je vous montrerai après. Là, c'est un lien qui va permettre de rediriger. Attendez, je vous montre tout de suite.
qui vous permettre de rediriger sur la page de Bitcoin. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Là, vous voyez, ça, c'est un site. Bon, pareil, je vous le présenterai juste après quand je vais parler des différents outils. Et en fait, ici, bah, vous avez accès directement à tous les éléments de Bitcoin. Quand est-ce qu'il a été créé? Quel est son prix actuellement? Là, on est à 27 900, 28 000 euros. D'accord. Donc, 28 000 euros, ce qui correspond à, si on met ça en dollars, donc là, on a passé la barre des 31 000 dollars. Donc, en fait, c'est un certain cap au niveau du Bitcoin qui est notoire. Alors, je retourne sur ça. Ouais, c'est bon, c'est pas que vous voyez. Ensuite, je vais vous parler d'Ethereum. Alors, par rapport aux crypto-monnaies, je vais vous parler des principales crypto-monnaies parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est pour que vous compreniez globalement ce qu'on peut retrouver dans le monde des crypto-monnaies. Là, les trois types de crypto-monnaies que je vais vous présenter, c'est globalement ce que vous allez retrouver sur le marché des crypto-monnaies. D'accord? Donc, Ethereum, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Enfin, une nouvelle crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui a été inventée en 2013. Donc, en fait, c'est la crypto-monnaie avec la deuxième plus grande capitalisation boursière au monde. OK. Donc, Ethereum représente, je crois, 30%. 30 ou 40, non, 20 ou 30%. Attendez, je vais vous dire. Ouais, voilà. Donc, Ethereum représente 20% du marché des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière qui est très, très, très importante. Alors, en fait, si vous voulez, la révolution d'Ethereum, ça a été dans le fait que ce projet a été le premier innovateur, le premier projet à créer ce qu'est un smart contract. Un smart contract, en fait, c'est un contrat intelligent qui va s'auto-réaliser, qui va s'auto-réaliser grâce à la blockchain. En fait, sans tiers de confiance. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Euh, vous avez une assurance, d'accord? Par exemple, les assurances qu'on paye chaque mois. Quand il va nous arriver un sinistre, on va devoir appeler l'assurance, leur dire oui, allô, il s'est passé ça, 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 j'aimerais bien avoir un remboursement. L'assurance, ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier, pour faire en sorte que si, ça va prendre des délais qui vont être importants. Vous n'allez pas, vous n'allez être indemnisé que dans un temps très important, etc., etc. Avec un contrat intelligent, c'est simple. Vous allez directement, au moment où il va y avoir un sinistre, vous allez automatiquement être remboursé. En fait, si vous voulez, dans le contrat, on va stipuler, je dis une bêtise, si telle personne, il lui arrive ça, dans ce cas-là, elle va être remboursée de ça. Voilà. Et en fait, c'est que quand il va vous arriver ça, bam, vous allez directement être remboursé. Et en fait, si vous voulez, c'est ce remboursement, ce contrat intelligent, il va être vérifié par les validateurs du réseau. Donc, en fait, c'est les validateurs du réseau, ceux qui sécurisent le réseau, les mineurs, comme vous avez déjà entendu parler certainement, par rapport à Bitcoin, qui vont vérifier que la transaction a bien été faite. Et en fait, ça, si vous voulez, ça, c'est des délais qui vont se faire en quelques minutes. Donc, c'est là où, en fait, les smart contracts, et bien entendu, ça peut s'utiliser dans plein de choses, notamment les wallets, par exemple, donc les portefeuilles décentralisés, etc., etc. Donc, ce n'est pas ce qui manque. D'accord. Les utilisations d'Ethereum sont très, très nombreuses. Donc, rapidement, quelques chiffres de l'Ethereum. Donc, deuxième plus grosse crypto-monnaie qui représente 20% du marché. Ça, c'est une mauvaise date. Donc, je vais directement vous mettre ici. Donc là, on était à 1000. Là, actuellement, on est à 1754 euros pour un Ether. Actuellement. Ah, là, bon, là, vous ne le voyez pas. Je vous le montre. Voilà, là, on est actuellement à 1754 euros pour un Ethereum. Avec un all-time high, ATH, donc le point le plus haut qui n'a jamais été atteint par l'Ethereum, qui est à 4150 euros, avec un volume d'échange de 8 milliards, etc., etc. Maintenant, on a les stablecoins. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui va être adossée au cours d'un actif, au cours d'une monnaie réelle, une monnaie fiat. Je vous donne un exemple. On va avoir un stablecoin qui va s'appeler l'USDT. L'USDT, son intérêt, c'est qu'il va être adossé au cours du dollar. Ça veut dire qu'un USDT égale 1 dollar. Donc, en fait, ce qui est bien avec les stablecoins, c'est que ça va vous permettre de garder la confiance, de garder l'intérêt qu'on a dans les monnaies fiat, tout en sortant du système bancaire. Parce que du coup, si on passe par les crypto-monnaies, on n'a pas besoin de passer par le système bancaire pour effectuer des transactions. Par exemple, si j'ai envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est en Thaïlande et que on est samedi, que dimanche c'est fermé, lundi, lundi, il n'y a pas de virement avec les banques et que mardi, c'est férié, la personne, si c'est urgent, jamais de la vie, elle reçoit son argent. Alors que si je passe par les crypto-monnaies, je peux lui envoyer son argent en 30 secondes.
peu importe le moment, peu importe le montant, peu importe l'endroit où la personne se situe. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, ce qui peut être ce qui est très, très intéressant avec les stablecoins. Donc, quelques chiffres. Les chiffres ne sont pas très, très, très intéressants parce que, en fait, c'est du 1 pour 1 à chaque fois. À savoir que l'USDT n'a jamais perdu n'a jamais dépeg, donc n'a jamais perdu son équivalence. D'accord? Donc, on a toujours eu 1 euro pour 1 euro. On a toujours eu 1 dollar pour un USDT. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous parler du marché du Forex. D'accord? Donc, vous en avez déjà certainement entendu parler. En fait, c'est super simple. Le marché du Forex, c'est là où je crois on n'a pas à se prendre la tête dessus parce que c'est super simple. Donc, le marché du Forex, c'est 6 600 milliards d'euros qui sont échangés chaque jour. D'accord? Donc, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai effectuée. Le forex, c'est le marché des devises. C'est là que s'échangent les euros, le dollar. Une toute petite vidéo que j'ai effectuée. Vous irez dans un bureau de change pour échanger Hop des là. euros. Donc là, Le forex, c'est quoi? Le forex, c'est le marché des devises. C'est là que s'échangent les euros, le dollar, les yens, etc. De la même manière que vous irez dans un bureau de change pour échanger des euros contre des dollars, par exemple, si demain vous allez aux États-Unis. Il faut savoir que ce marché représente 600 milliards de dollars échangés chaque jour. Si on essayait de comparer ça à des secondes, 1 million de secondes représente 11 jours, tandis qu'un milliard de secondes représente 32 ans. Je vous laisse essayer d'imaginer ce que ça représente en dollars et l'impact de ce marché sur l'économie globale. Alors maintenant, est-ce que ce marché est licite pour le musulman? Alors oui, ce marché est licite pour le musulman à condition qu'il respecte l'intégralité des règles du commerce et des transactions en islam. Malheureusement, très peu de plateformes, voire même quasiment aucune, ne respectent les règles de transaction nécessaires aux musulmans pour qu'ils puissent investir ou trader son argent. Alors, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous, avant de vouloir investir sur ce marché, de faire des recherches approfondies et de se renseigner auprès des personnes qui savent. Alors, le Forex, c'est quoi? Le Forex, c'est le marché des devises. c'est bon, on a compris. Crystal Forex. Alors, hop là, donc je remets. Ok, c'est bon. Donc, donc je remets. Donc, en fait, voilà. Dans la vidéo, tout a été dit. Si vous voulez, en fait, le marché du Forex, en fait, c'est là où vont s'échanger les monnaies. L'euro, le dollar, le dinar, etc. Pourquoi ça s'enlève? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est là où vont s'échanger l'euro, le dinar, etc. En fait, quand vous allez aller dans un bureau de change au bled, par exemple, vous allez échanger vos euros contre des dinars ou des dirhams, ça dépend. Et en fait, bah là, il y a un taux de change qui va être appliqué. En fait, ce taux de change, c'est la valeur de 1 euro contre les dinars. Ou bien ça va être la valeur des dinars, de 1 dinar contre les euros. Et en fait, ça, c'est un marché sur lequel on va avoir des fluctuations qui vont être minimes. D'accord? Donc, quand je dis des fluctuations qui vont être minimes, ça va être des 0,001% chaque jour, par exemple. Et en fait, c'est des choses qui sont imperceptibles. Donc, pour quelqu'un qui a des petits montants, c'est pas pour lui. Pour quelqu'un qui a un petit montant, c'est absolument pas pour lui. C'est très compliqué, voire même impossible de gagner de l'argent avec le marché du Forex. Par contre, quand on commence à avoir des sommes d'argent qui sont très importantes, quand on commence à parler en centaines de milliers d'euros, en millions d'euros, c'est un marché qui est très, très, très lucratif. Parce qu'à savoir que c'est un marché qui ne ferme jamais. C'est un marché qui est tout le temps ouvert. Contrairement au marché des actions. Le marché des actions des ETF, c'est un marché qui ne va être ouvert que du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, c'est fermé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est régulé par la bourse. Alors que là, le marché d'échange de la monnaie, en fait, la monnaie, ça s'échange comme ça sans problème. Et il faut du coup passer par un broker, quelqu'un qui va avoir accès au marché, au marché financier, au marché des monnaies. Bien entendu, vous allez avoir plein de plateformes là qui ont depuis un certain temps dit oui, nous on a un compte islamique qui respecte les règles de transaction, c'est licite pour les musulmans, venez chez nous. Alors, je ne me suis pas renseigné en détail dans le fonctionnement ou bien de qui étaient les personnes qui avaient validé la plateforme, qui avait validé, enfin une personne de science qui avait validé ou non si la plateforme respectait les règles de transaction. Et j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu, et même eux, ils n'en ont jamais parlé. Du coup, est-ce que les plateformes respectent réellement les règles de transaction? Allahu a'lam. C'est pour ça qu'à titre personnel, tout ce qui est trading, notamment dans le monde du Forex, je m'en abstiens et je n'en fais absolument pas. Et chaque personne qui va me demander comment faire, je vais lui déconseiller parce que il n'y a pas cette confiance qu'on peut avoir avec les plateformes. Parce qu'une plateforme, elle, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent. Elle n'est pas là pour dire oui, nous, on est éthique, nous, on est c'est pour les musulmans. Non, elle n'en a rien à faire. Elle veut juste gagner de l'argent.
Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention en fait, avant d'investir, tout simplement. Avant d'investir votre argent, avant de vouloir gagner de l'argent, vous devez bien vous renseigner et être sûr de la provenance et de la, et de la, et de la, et de la réalité de la création de valeur qui est faite derrière. Donc maintenant, je vais vous parler du fonds d'investissement. Un fonds d'investissement est un véhicule financier qui permet à un groupe de personnes, donc des investisseurs, de mettre en commun des fonds pour investir dans différentes catégories d'actifs, comme des actions, des obligations, des immeubles, donc faire de l'immobilier, peu importe. En fait, un fonds d'investissement, ça va être un groupe de personnes qui vont se réunir et dire, OK, d'accord, on va investir tous ensemble dans ça. On va investir tous ensemble dans ça. On va investir tous ensemble dans ça. Donc ça existe. C'est des solutions qui peuvent fonctionner, d'accord, donc, qui ne fonctionnent pas avec tout le monde, d'accord, qui ne fonctionnent pas avec tous les fonds d'investissement. Mais c'est des choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent être intéressantes, notamment pour vous et moi, qui n'avons pas forcément le temps de travailler sur de travailler les endroits où est-ce qu'on va investir. Bah, on va se dire, OK, je donne mon argent à un fonds d'investissement, j'investis avec eux et c'est eux qui vont me dire quoi faire, ou bien c'est eux qui vont faire travailler mon argent pour moi. Comme ça, moi, je ne me prends pas la tête et je peux travailler sur des activités qui vont me rapporter des revenus, qui vont me rapporter des revenus actifs. Donc, BlackRock, est-ce que vous avez déjà entendu parler de BlackRock? Je vous laisse la parole. De quoi? Oui. Pas bien entendu. Ouais, et pas en bien. D'accord. Ouais, pas en bien aussi. Mm, mm. En fait, si vous voulez, BlackRock, c'est un fonds d'investissement. Donc, en fait, BlackRock, on va dire, c'est le fonds d'investissement qui a la plus grande, euh, qui détient le plus grand nombre d'actifs sous gestion au monde. BlackRock, ça représente à peu près 10 000 milliards d'actifs sous gestion. OK. En fait, dites-vous que BlackRock, c'est eux, je vais caricaturer, mais c'est eux qui peuvent faire la pluie et le beau temps là où ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont être actionnaires majoritaires, en tout cas, dans une grande partie des entreprises du monde, déjà aux États-Unis. Déjà aux États-Unis que BlackRock est actionnaire majoritaire de beaucoup d'entreprises, de multinationales, et même en France. Même en France, BlackRock détient, je crois, est actionnaire majoritaire en moyenne à 5% du CAC 40. C'est énorme. Quand je dis CAC 40, c'est que ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse, du coup qui sont ouverts, c'est possible d'acheter des actions du CAC 40. Tout le monde peut acheter des actions du CAC 40 et eux, ils détiennent 5% en moyenne. D'accord? Donc, en fait, c'est des chiffres que nous, on n'arrive pas à concevoir. Mais quand je donnais l'exemple dans la vidéo, je vous disais que 1 million, 1 million de secondes, ça représente 11 jours et qu'1 milliard de secondes, ça représente 32 ans. En fait, c'est pour essayer de visualiser, pour que vous essayiez de comprendre ce que représentent des milliards. Et eux, c'est 10 000 milliards d'actifs sous gestion. D'accord? Donc, en fait, c'est aussi pour que vous compreniez la puissance que ça peut être d'avoir un fonds d'investissement. Quand je dis d'avoir un fonds d'investissement, ce n'est pas vous qui allez mettre en place son investissement, mais en tout cas qu'il y ait la puissance, le taux de rentabilité qu'on peut avoir en investissant son argent dans un fonds d'investissement. Mais c'est pas un risque aussi? Non, alors, je vais le dire juste après, dans l'investissement, il y a toujours un risque. Et en fait, nous, en tant que musulmans, c'est justement le risque qui fait que l'investissement devient licite. Parce que le principe de riba, c'est qu'en fait, on enlève le risque. On enlève le risque. Et en fait, tu ne peux pas faire de l'argent sur le temps comme ça, de cette manière. Et en fait, il est là le problème de riba, c'est que ça va enlever les risques. En fait, de la même manière, par exemple, une assurance. Bon, il y a différents avis, mais en tout cas, il y a des avis qui disent qu'une assurance tout risque, c'est illicite. Assurer sa voiture tout risque, c'est illicite. Pourquoi? Parce que tu assures d'une certaine manière, en fait, tu assures un risque. Ça veut dire que même si, parce qu'en soi, demain, tu te fais voler ta voiture, c'est pas grave, tu as perdu ta voiture. Ouais. Ça arrive. Mais en assurant tout risque, demain, on te vole ta voiture, on te rembourse toute ta voiture. Et en fait, c'est que dans l'investissement, il faut impérativement qu'il y ait un risque. Si quelqu'un vient vous dire, et ça, je vous en parlerai après, si quelqu'un vient vous dire, tu investis là, t'inquiète, tu vas gagner 100%,
Dans ce cas-là, il faut lui dire, bah, non, mon frère, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il faut impérativement qu'il y ait cette part de risque. Donc là, je vous mets juste quelques chiffres par rapport à BlackRock. Et ça, c'est donc là quelques chiffres en France. D'accord. BlackRock, c'est 200 employés en France, 194 milliards d'euros qui ont été investis en France et près de 10 000 milliards d'actifs sous gestion, comme je l'ai dit juste avant. Là, je crois qu'ils sont à 8 900 milliards, quelque chose comme ça. J'ai regardé récemment. Et donc, ils sont actionnaires majoritaires dans plusieurs boîtes, si ce n'est toutes les boîtes du CAC 40. Le CAC 40, c'est un groupement des 40 entreprises les plus grandes en France. Okay. C'est le même principe que le S&P 500 aux États-Unis. S&P 500, c'est le regroupement des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et là, nous, en France, on a le CAC 40. Alors, est-ce que, là maintenant, donc on parle des fonds d'investissement, maintenant on doit aussi parler de, on va dire, l'autre côté de la pièce. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Le fondateur? Non. Non. Un Alors, investisseur? non, non, non. Alors, cette personne, c'est Charles Ponzi. Est-ce que vous avez déjà entendu est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Ponzi? Non. Un Ponzi, en fait c'est une pyramide de Ponzi. Pyramide de Ponzi, c'est quoi? En fait, c'est une arnaque. C'est une arnaque tout simple. Mais en fait, celui qui a mis en place cette arnaque, c'est lui, Charles Ponzi. En fait, c'est un arnaqueur qui agissait au Canada et aux États-Unis. À la base, c'est un Italien. Et je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, je vous résume l'histoire hein, globalement. Il a fait ce qu'on appelle, pourquoi on appelle ça une pyramide de Ponzi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont les nouveaux entrants, une nouvelle personne qui rentrait. Je vous dis un truc. Par exemple, je vais vous voir, je vous dis, écoute, si tu investis 1000 euros dans ça, tu vas avoir, tu vas pouvoir gagner 2000 euros. Je caricature. Tu investis 1000 euros dans cette société, tu vas gagner 2000 euros dans un an. OK? Et je vous dis, chaque fois que vous allez faire entrer des personnes, vous allez gagner 2000 euros en plus. Vous allez gagner 1000 euros en plus. Chaque personne que vous allez faire rentrer qui va venir déposer 1000 euros, vous allez en fait, ce sont ces 1000 euros qui vont rentrer dans votre poche. Donc, en fait, on arrive à une pyramide où celui qui est tout en haut, il a fait rentrer tout le monde. Chaque personne qui va faire rentrer quelqu'un, lui, il va gagner de l'argent, eux, ils vont gagner de l'argent. Et en fait, ça fait un système en chaîne qui fait qu'il ne se base que sur qui ne se base que sur le fait que de nouvelles personnes rentrent dans la société. Si on arrête d'avoir des nouveaux entrants, la société n'existe plus. La société n'a aucune valeur ajoutée. La société ne sert absolument à rien. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est des signes sur lesquels il faut savoir mettre le curseur. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si vous entendez quelqu'un qui vous parle d'un fonds d'investissement, OK, là, vous restez alerte, vous faites bien attention à ce qu'il va dire, comment il va vous présenter la chose. D'accord? Donc, un premier élément, donc fonds d'investissement. Si quelqu'un vous parle d'un fonds d'investissement, vous faites attention. D'accord? Attention, il y a des fonds d'investissement très sérieux qui fonctionnent, des musulmans qui travaillent, etc., qui génèrent des gains, ça marche très bien. Ça existe. Ok. Moi, à titre personnel, j'ai investi dans ce genre d'opportunités. Donc, ça existe. Il y en a. Par contre, vu qu'il y a quelque chose qui marche et qui rapporte de l'argent, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se dire, attends, mais si ça marche, ça rapporte de l'argent, vas-y, je vais en profiter pour essayer de faire une arnaque. C'est possible. Donc, si quelqu'un vient vous parler de gros gains avec peu de risques, d'accord? Quand je dis peu de risques, peu de risques, voire même pas du tout. En soi, en fait, il peut y avoir peu de risques. Par exemple, si la société a mis en place plein de stratégies pour diminuer les risques, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si la société vous garantit un gain, là, c'est du riba, parce qu'il n'y a plus de risques, et du coup, c'est soit une arnaque, soit c'est illicite. Vous ne prenez pas la tête. Ensuite, si on vous parle de rémunération en cas de nouveaux entrants, si on vous dit, par exemple, sache que chaque fois que tu vas faire rentrer des gens, tu vas gagner de l'argent. Chaque fois que tu fais rentrer des gens, tu gagnes de l'argent. Là, alors, ça peut être un système, ce qu'on appelle juste de MLM, donc du marketing multiniveau, donc du marketing relationnel. Il faut savoir que Thermomix, l'engin là, qui fait tous les plats de la planète, Thermomix utilise un système de MLM. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter un Thermomix, chaque fois que vous allez vouloir acheter un Thermomix, vous n'allez pouvoir l'acheter qu'en passant par un conseiller ou une conseillère Thermomix, et que cette conseillère ou ce conseiller Thermomix, chaque fois qu'il va faire entrer des personnes dans la société en tant que conseiller, il va gagner de l'argent, premièrement, et deuxièmement, il va gagner de l'argent sur les ventes de
sur les ventes des personnes, de l'argent ou des cadeaux, hein, sur les ventes des personnes qu'il a recrutées. Là, il n'y a pas de souci parce que Thermomix, c'est un vrai produit qui est vendu, c'est une vraie stratégie, etc. C'est quelque chose de sérieux. Donc, il n'y a aucun problème dans le fait d'utiliser du MLM. Par contre, quand vous entendez parler de MLM généralement dans un fonds d'investissement, dans un système financier, dans le monde de la finance, ça pue. Ça pue, ça pue et c'est bizarre. Pourquoi? Parce que pourquoi avoir besoin de MLM si, par exemple, dans le monde du Forex, on parle de 6 600 milliards qui sont échangés chaque jour, 6 600 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour, et derrière, je te parle de MLM qui va rapporter 5 ou 10 000 euros. Ce n'est pas logique, tu vois. C'est clairement pas logique et il n'y a aucun intérêt à faire ça, si ce n'est peut-être avoir un mauvais objectif. Wallahu a'lam. Pas de barrière à l'entrée. Si on vous parle d'un fonds d'investissement et qu'on vous dit qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée, vous pouvez investir 20, 30, 50 balles, bizarre. Si on vous dit que tu peux investir quand tu veux, où tu veux, n'importe quel moment, etc., là aussi, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de faire gagner de l'argent à autant de personnes? Pourquoi autant, tu vois? C'est bizarre aussi. Pas de montant minimum. Donc, c'est possible d'investir le montant qu'on veut. Ça aussi, c'est un signal. Le statut juridique, quand vous allez rentrer dans la société, vous allez être client ou actionnaire. Parce que ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes un client, du jour au lendemain, on vous dit au revoir, bye bye. Quand vous êtes actionnaire, ce n'est pas pareil. Vous avez un document administratif, vous pouvez porter plainte. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus régulé. C'est un accord, etc., etc. Alors que quand vous êtes client, vous avez juste donné votre argent et vous espérez le retrouver. Bien entendu, je parle de cette manière, je vais être pessimiste parce que je préfère être pessimiste qu'optimiste. En mode non, non, tout va bien, tout va bien. Non, tout va mal et il y en a quelques-uns qui vont bien. Tout va mal et il y en a quelques-uns qui vont bien. Et après, on va dire le point principal, la confiance n'a pas de prix. Quand je dis que la confiance n'a pas de prix, c'est que si vous connaissez quelqu'un dans la société, c'est mieux. C'est mieux et c'est même beaucoup plus rassurant parce que vous connaissez bien, enfin, bien sûr bien connaître, mais vous connaissez cette personne, vous pouvez avoir confiance en elle. Donc, qu'elle va vérifier les transactions, va faire attention, etc. à tout ça. Ça vous donne un élément où vous allez être beaucoup plus rassuré. Et ça, c'est des choses à prendre en compte parce que la confiance n'a pas de prix. Je peux vous dire, par exemple, il peut y avoir, je vous dis une bêtise, hein, disons qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, pas de montant minimum, vous êtes client, il y a il y a un système de MLM, et que si vous connaissez une personne qui est à l'intérieur, et c'est une personne de confiance, et qu'elle vous assure que tout va bien, que ce n'est pas une arnaque, etc., bah, vous pouvez y aller. Si vous avez totalement confiance en elle, etc., vous pouvez y aller. Moi, tous les signaux que je vous donne là, c'est plus de manière prendre du recul sur les choses, essayer de voir les signaux, essayer de potentiellement voir là où ça cloche. Voilà. Donc, potentiellement voir là où ça cloche, comme je vous disais. Donc, Inch'Allah, là, normalement, on va passer au point à savoir. Ah non, pardon. Donc, comprendre un graphique à travers l'analyse chartiste. Donc là, Inch'Allah, on va chercher à comprendre. Parce que dans le trading, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Là, je vais principalement parler du trading. Parce qu'on entend beaucoup, oui, trader, je gagne tant, je fais tant, nanana, suivre un bot de trading, suivre un groupe, des signaux, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez entendre en commençant à commencer à vous intéresser au monde de l'investissement. Du coup, je vais vous donner juste quelques petits éléments qui représentent peut-être 2% du monde et des informations qu'on peut avoir dans le trading, mais au moins, ça vous donne une idée approximative. Donc, un des éléments pour prendre une décision en trading, le principe du trading, c'est d'acheter et vendre. OK. Le principe du trading, c'est de prendre des positions, acheter, prendre des positions, vendre. Je vulgarise. Et on a un élément pour permettre à prendre ces décisions, ça va être l'analyse technique. L'analyse technique, en fait, ça va être l'analyse d'un graphique pour essayer de comprendre quelle est la tendance du marché, quel va être l'objectif et la psychologie des acheteurs et des vendeurs, et prendre une décision en fonction. Donc, là, je vous mets juste à droite quelques chartes. D'accord? Un chart, en fait, ça va être une figure, une forme. Si vous voulez, c'est des formes qui ont été vues et revues plusieurs fois sur le monde, dans le monde de la finance, sur les différents graphiques.
et qui donne des éléments, qui donne des pistes, des indications. D'accord? Si par exemple sur un graphique, vous allez voir ça là, en haut à gauche, donc buy, vous avez, c'est écrit bullish pattern pardon, going up. Celui-là, le tout premier, en bas, où c'est écrit buy, d'accord? Donc qui fait un peu un éclair, un zigzag. Par exemple, si vous voyez ce genre de graphique, ça peut être un signal comme quoi, si le cours de l'actif dépasse cette barre ici-là, donc la barre du haut, donc là, vous voyez, il y a les deux barres parallèles. Si ça dépasse ici, ça peut être un signal d'achat. Ça veut dire que les personnes vont acheter. Les personnes vont acheter le produit, donc ça va être un signal d'augmentation du prix. Donc, vous pouvez vous dire, OK, bah, si le cours dépasse cette ligne on appelle ça une ligne de résistance, une résistance. Si le cours dépasse cette résistance-là, ici, ça peut être un signal d'achat. Du coup, moi, ici, dès que ça dépasse, j'achète ici. Comme ça va monter et après, je vends. Vous voyez? Et en fait, ça va être comme ça. Ça, c'est un des éléments que les traders vont utiliser dans leur prise de décision au moment d'acheter et vendre ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des monnaies, ça peut être des actifs, ça peut être des actions, etc., etc. Donc là, maintenant, à savoir. Donc, je vais vous mettre juste quelques règles, d'accord? Quelques règles, quelques remarques, quelques éléments qui sont intéressants à savoir avant de vous lancer, avant de commencer à réfléchir à investir, etc. Donc, tout d'abord, sachez que 95% des traders particuliers perdent. Ok. 95% des traders particuliers sont perdants. Ça veut dire que le monde du trading n'est pas fait pour tout le monde, n'est pas fait pour tout le monde et c'est un métier. C'est totalement un métier. Ça ne s'apprend pas en quelques secondes en allant sur Binance et en effectuant 2-3 achats que ça va fonctionner. Loin de là. Loin de là. Il faut vraiment prendre le temps de se former, comprendre, payer des formations, payer des formations qui vont vous permettre d'obtenir ces différents éléments pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, vous lancer dans le monde du trading. D'accord? Bien entendu, le trading qui doit respecter les règles de transaction qu'on a citées précédemment. Ensuite, n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Et ça, c'est une règle d'or dans l'investissement. On n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous disais juste avant. La personne qui a investi 40 000 balles dans les crypto-monnaies et qui, en quelques jours, s'est retrouvée à zéro, elle n'était pas prête, elle n'était pas du tout prête à perdre son argent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dépression et ou, dans certains cas, des suicides. Vous devez être prêt à perdre votre argent. Et nous, en tant que musulmans, encore plus, on doit être prêt à perdre notre argent. C'est pas grave, c'est pas grave. On doit aussi s'assurer de la licéité et de la rentabilité du produit de l'actif financier. Et tout d'abord, la licéité. Est-ce que cet actif est licite? Est-ce que c'est licite d'investir mon argent dedans? Et pour savoir si c'est licite, vous devez faire vos recherches de manière méticuleuse. Vous devez vraiment rentrer dans le détail pour essayer de comprendre comment tel élément fonctionne, telle solution fonctionne, etc., etc. Moi, encore maintenant, je me renseigne sur des choses. Est-ce qu'elles sont licites ou pas? Parce que je rentre toujours dans le détail du détail du détail. Dès que j'ai une nouvelle information, je cherche à la comprendre, etc., etc. Donc, et aussi, il y a une autre règle, à savoir, comme je vous le disais juste avant, la majorité des produits financiers qui existent sont illicites. La majorité des produits financiers, actifs financiers, actions, matières premières, etc., etc., ou en tout cas la manière dont c'est fait, sont illicites. Et quand je dis la majorité, c'est une très, très, très grande majorité. Du coup, nous, en tant que musulmans, on va devoir faire encore plus attention. Et ensuite, dernière règle, pardon, avant-dernière, parce qu'après, il y en a une autre. Mon risque est écrit, donc je ne recevrai que ce que je dois recevoir. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut que vous compreniez clairement que le musulman ne doit pas avoir peur d'investir son argent. Le musulman ne doit pas avoir peur de perdre son argent. Le musulman doit effectuer ce sabab, doit prendre des décisions réfléchies en fonction de tel élément, du contexte, etc., etc. Mais la peur de perdre son argent, il faut pas. En fait, c'est Allah. Allah huwa razaq. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Wallahu khayrul raziqin. À la fin, c'est le dernier verset. Et en fait, il faut comprendre que notre argent doit fructifier. On doit faire travailler notre argent. L'argent est une solution, est un moyen de développement massif de la communauté. Et pour vous donner un exemple,
La première chose que Rasoul alayhi salatu wassalam, a fait une fois qu'il avait immigré à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une mosquée. Première chose. Quelle est la deuxième chose qu'il a fait? Il a fait en sorte de créer, de mettre en place un marché, le marché des musulmans. Parce que lorsqu'il est arrivé, il y avait le marché des juifs, mais les musulmans venaient d'arriver et il fallait réfléchir, il fallait faire tourner une économie, il fallait que les musulmans s'enrichissent. Pour s'enrichir, quoi de mieux que faire un marché et générer de l'économie? Le fait de générer cette économie, ça va augmenter la force de la communauté. Et nous, maintenant, si on superpose, ça nous permet de créer des infrastructures, des écoles, des mosquées. Pourquoi par exemple, j'ai une bêtise, pourquoi on n'a toujours pas d'hôpitaux ici en France? Pourquoi on n'a toujours pas d'EHPAD? Pourquoi on n'a toujours pas nos propres piscines? Pourquoi on n'a toujours pas nos propres salles de musculation? Il y en a quelques-unes, mais je vous donne un exemple, c'est que en tant que musulman, on doit chercher à faire fructifier notre argent, non pas dans un objectif de s'enrichir personnellement, non, dans un objectif de si je m'enrichis, la communauté s'enrichit. Si je m'enrichis, je vais contribuer au développement économique et structurel, sociétal de ma communauté. Du coup, on devient plus fort, on devient plus impactant et on devient plus important. Du coup, le fait d'investir son argent doit être un objectif. Vous devez avoir comme objectif d'investir votre argent et le gain, en fait, c'est Allah. Le résultat appartient à Allah. Si votre investissement vous permet de récupérer une somme d'argent, dans ce cas-là, c'est Allah lui-même qui a décidé que vous allez récupérer cet argent. Si votre investissement ne vous permet pas de récupérer votre somme d'argent et même que vous la perdiez, dans ce cas-là, c'était écrit. C'était écrit que vous alliez perdre votre argent. Du coup, ça, c'est des objectifs qu'on doit avoir, nous, en tant que musulmans. Donc maintenant, la dernière règle, Inch'Allah, et là, d'une certaine manière, un peu, je pas tape du poing sur la table, entre guillemets, mais si vous n'êtes pas prêt à perdre votre capital investi, vous méritez les rendements médiocres que vous obtiendrez. D'accord? Quand je dis que vous méritez les rendements médiocres que vous obtiendrez, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'investissement. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'investissement. On a des investisseurs, on a des entrepreneurs, on a des salariés, on a des commerçants, on a des artisans, et chaque personne est forte là où elle est. Chaque personne. Et vous, si vous souhaitez si vous souhaitez vous intéresser au monde de l'investissement, si vous souhaitez investir votre argent, vous devez être prêt à perdre votre argent. Parce que prendre un risque, bon, il y a une petite phrase qui dit pas de risque sans risque. Bon, c'est un petit jeu de mots, mais dans le sens où le fait de prendre un risque, c'est le fait de faire le sabab. C'est le fait de prendre un risque, de se dire vas-y, je me lance, c'est pas grave. Et ma confiance appartient à. Mais il faut avoir confiance en Allah. Dans toutes les actions qu'on va mener, tous les objectifs, tout ce qu'on va mettre en place, on doit avoir confiance en Allah dans nos actions. Pourquoi? Parce que le résultat ne nous appartient pas. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, le résultat ne nous appartient pas. Donc, gagner des millions, si on les gagne, c'est Allah, il a décidé. Si on les perd, si on perd notre investissement, c'est Allah qui l'a décidé. Du coup, on doit être prêt à prendre des risques. Et le fait de prendre des risques, c'est être prêt, c'est prendre une décision, c'est faire sabab. Maintenant, pour finir, Inch'Allah, je vais vous donner juste quelques outils, d'accord? Bien entendu, tous les outils que j'ai mis là, Inch'Allah, je vais vous rédiger un mail, d'accord? Avec tous les différents liens pour pouvoir créer vos différents comptes, pour pouvoir avoir accès à tel outil. Je vais aussi vous donner la bibliographie, donc avec tous les liens, tous les sites internet, toute la data, toutes les données que j'ai pu obtenir avec les sources. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos recherches et même encore plus approfondir vos recherches, Inch'Allah. Donc là, on a CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est le site que je vous ai montré. Je vais vous partager directement. Ah bah là, vous voyez, c'est bon. Ça, CoinMarketCap, c'est le site qui va vous permettre d'avoir des informations sur l'ensemble des crypto-monnaies qui sont répertoriées. Donc là, on en a 26 108 ici au total. Donc ça va vous permettre d'avoir de toutes les datas que vous voulez. Vous cliquez ici sur le cours du XRP. Donc du coup, vous allez avoir le cours du XRP, quelques données, qu'est-ce que XRP, des explications, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est pour CoinMarketCap. Prenez bien le temps de noter, Inch'Allah, c'est très important. Ensuite, vous allez aussi avoir investing.com. Investing.com, ça va être un site qui va vous permettre,
bon, là, je ne vais pas pouvoir me connecter, mais ça va être un site qui va vous permettre d'avoir accès à plein d'actualités économiques. Vous le voyez ici, My Watching List, Crypto, News, Investing Pro, Analyse, etc., etc. Donc, c'est plein d'éléments qui vont vous permettre de rester à l'actualité, de rester à jour sur les données économiques mondiales. Vous allez pouvoir avoir des informations sur tout ce qui se passe dans le monde, plus précisément aux États-Unis, parce que investing.com va surtout orienter ses analyses et ses données vis-à-vis des États-Unis. Mais bien entendu, il faut savoir que une grande partie des décisions qui sont prises aux États-Unis vont impacter de manière globale tous les marchés financiers, notamment sur les taux d'intérêt directeurs au niveau de la Banque centrale. On va aussi avoir TradingView. Donc, TradingView, je vous le mets là. Par exemple, voilà, là, on arrive sur l'indice du CAC 40. TradingView, ça va être un site qui va vous permettre d'avoir les graphiques en temps réel de tous les, vraiment de peut-être tous les actifs financiers que vous souhaitez retrouver. Peu importe. Là, j'ai le CAC 40. Si par exemple, je cherche le S&P 500, si je mets 500, je pense que je le trouve. Ça, c'est que pour du trading. Ça, c'est pour avoir des éléments sur si demain vous voulez trader, bah, on va dire que c'est ce site-là principalement que vous allez utiliser pour avoir toutes vos infos. Ok. Ça, c'est pour effectuer vos. Ah, attends, ça n'a pas mis le bon. Je vais essayer d'avoir. Il faut se connecter, il faut que je me connecte pour avoir. Me connecter. Comme ça, vous allez avoir une idée à peu près. Communauté marché. Voilà, par exemple. Moi, je regarde plus sur crypto. Quand on arrive ici, donc là, vous allez avoir aussi encore toutes les données en temps réel. Vous allez pouvoir tracer vos différentes courbes, tracer vos lignes de tendance, lignes de coût, lignes de résistance, etc., etc. Donc, tout ça, et vous allez aussi avoir plein d'informations. Par exemple, vous pouvez aussi récupérer, par exemple, des informations. Ça, c'est une personne qui a tracé son propre graphique, enfin, qui a eu le graphique, qui a tracé ses lignes de tendance et qui a fait des potentielles, euh, des potentielles prévisions sur le Bitcoin. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est vrai, loin de là. Mais voilà, ça peut vous donner des éléments de voir si vous voyez que tout le monde pense quelque chose et que vous pensez autre chose, peut-être il y a un problème, ou bien peut-être que vous êtes dans le vrai. Donc ça c'est TradingView. Je vous laisserai, bien entendu, tous ces sites internet, je ne vous les présente pas en intégralité, sinon c'est beaucoup trop long. Mais je vous donne ces petites clés. Bien sûr, il y a encore des dizaines et des centaines d'outils qui sont super intéressants, qui vont être super efficaces. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Ensuite, là, je vous montre ce site-là s'appelle Bitstack. Bitstack, à quoi est-ce que ça sert? Ça va vous permettre de manière régulière d'effectuer des investissements, programmés ou non, en achetant du Bitcoin. Ça va vous permettre d'acheter du Bitcoin de manière régulière. Ok. Et en fait, quel est leur système? C'est que vous allez lier votre carte bancaire à l'application. Chaque fois que vous allez acheter des trucs, faire vos courses avec vos cartes bancaires, peu importe, par exemple, vous allez payer quelque chose qui va vous coûter 26,15 €. Bah, Bitstack va récupérer les 75 centimes restants pour faire un arrondi. Et cet argent-là, il va le prendre et il va l'investir dans le Bitcoin. Donc, ça vous permet d'acheter du Bitcoin de manière régulière sans vous en rendre compte. Vous ne le sentez même pas passer sur votre compte en banque. Et c'est vous qui déterminez la périodicité. Ça peut être journalier, ça peut être hebdomadaire, mensuel. C'est à vous de voir. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'acheter un petit peu de manière régulière. Et cet achat qui va être fait de manière régulière va vous permettre de lisser le prix. Et généralement, ça vous permet de faire du DCA. Du coup, vous allez avoir une courbe qui va être plus ou moins, en fait, qui va être dans le vert. Du coup, vous allez gagner de l'argent sans vous en rendre compte. Et ça vous permet aussi de là, très largement diminuer les risques. Mais bon, ça, c'est une méthode à part entière qui s'appelle le DCA. J'en parlerai peut-être dans un prochain webinaire ou bien prochaine formation, Inch'Allah. Hop là. Maintenant, ici, Binance.
Binance, très simple, vous connaissez très certainement. Ça vous permet d'acheter. Binance, c'est la première plus grande plateforme au monde de crypto-monnaies. Donc, ça vous permet d'acheter toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont super intéressantes. Je vous laisserai les découvrir, Inch'Allah, soit à tête reposée. À tête reposée, ou bien je ferai une présentation de l'application dans prochaine formation ou webinaire. Inch'Allah. Et enfin, vous avez Trade Republic. Trade Republic, ça va être une application très simple, très intuitive, qui va vous permettre d'acheter des actions, des ETF, et je crois même les cryptos, bientôt, c'est en cours, même les cryptos. Du coup, et en fait, ça va aussi vous permettre de faire du DCA, en fait, acheter de manière régulière pour diminuer le risque et maximiser le gain. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Et comme ça, en fait, vous ne le sentez pas. Vous pouvez, par exemple, mettre 10, 20, 30, 50 euros chaque mois de ce que vous gagnez, ou bien même chaque semaine, c'est vous qui voyez, dans des actions, dans des crypto-monnaies, vous pouvez même acheter des monnaies, vous pouvez aussi acheter des matières premières. Quand je dis matières premières, comme vous voulez acheter des matières premières, c'est préférable de les acheter directement en physique. D'accord? Donc, acheter de l'or ou acheter quelque chose comme ça, Inch'Allah, directement que vous le déteniez. Donc, voilà pour les quelques outils que je voulais vous présenter, Inch'Allah. Donc maintenant, que faire? D'accord. Donc là, on a fait tout ce webinaire. Vous avez eu toutes ces informations. Donc, vous allez avoir, première solution, c'est vous lancer tout de suite, directement. Créer son ou ses premiers comptes d'investissement et aller investir, par exemple, dans les crypto-monnaies à 1 euro ou bien les actions qui valent 1 euro ou bien les actions qui valent 40 centimes, etc., etc. Ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, ça va être de continuer à en apprendre, de continuer à se former, de continuer à chercher à comprendre comment tel système fonctionne, de comprendre les systèmes monétaires, toujours se renseigner, faire de la veille, rester à l'actualité, de chercher des personnes fiables afin d'en apprendre plus sur le monde de la finance. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'augmenter vos connaissances et d'améliorer la qualité de vos prises de décision. Donc là, vous avez ces deux choix. Personnellement, je vous conseille vivement d'aller vers le second choix, donc de continuer à vous renseigner. Ne pas aller à réaliser vos investissements là tout de suite, vas-y, je crée mon compte, je mets 10 euros. Non, ça ne sert à rien. Cherchez à comprendre ce dans quoi vous investissez. Et pour donner un exemple, Warren Buffett, un investisseur très largement connu et reconnu, expliquait qu'il n'investit jamais dans quelque chose qu'il ne comprend pas. On investit toujours dans quelque chose que l'on comprend, quelque chose qu'on a compris comment ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait, quel est son objectif, etc. etc. Et tout ça, c'est des choses à clairement prendre en compte et c'est quelque chose auquel Allah nous incite particulièrement. Dans le Coran, Allah souvent nous incite à réfléchir. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, les gens qui réfléchissent sont ceux qui vont toujours avoir un coup d'avance sur ceux qui ne réfléchissent pas. C'est normal. Parce que ceux qui réfléchissent vont chercher à comprendre ce dans quoi ils investissent. Du coup, ils vont toujours avoir un coup d'avance. Et ce coup d'avance-là, pour l'avoir, vous allez devoir continuer à vous former, continuer à apprendre, continuer à vous renseigner. Et enfin, donc, Inch'Allah, alhamdoulilah, on vient de finir ce webinaire. Donc, il est 12h03, c'est parfait. Donc, on vient de finir ce webinaire, Inch'Allah, et du coup, je me dois de vous expliquer, ou en tout cas de vous donner des pistes, par exemple, à savoir qu'il y a la possibilité, d'accord, Inch'Allah. Donc, moi, c'est une activité que j'ai commencé maintenant, il y a de ça plusieurs mois, donc d'initier les personnes, je vous disais précédemment, au monde des crypto-monnaies et de leur apprendre, d'accord. Donc, avant de parler de justement ce lien-là pour vous compreniez, Inch'Allah, je laisse la place aux questions, s'il y a des questions, parce que je n'ai pas eu de questions durant l'interview, donc l'interview durant le webinaire. Donc, soit c'était extrêmement clair et c'était parfait, et bon, à ce moment-là, tant mieux, mais bon, ça m'étonnerait étant donné que c'est le premier webinaire que je fais. Ou bien vous avez des questions, Inch'Allah, et je vous laisse la parole. J'ai une question. Inch'Allah, mon frère, dis-moi. Donc en vrai, moi, j'y connais pas grand-chose. Et alhamdoulilah, mashallah alik, c'était assez clair. Donc j'ai à peu près compris tous les angles que tu as voulu expliquer. Juste plusieurs questions. Et la première, c'est sur quand tu parles d'investir dans les matières premières. Hmm. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est en gros, tu achètes du blé alors que tu sais pas que le blé, il va pousser ou pas. Enfin, c'est ça qui me tracassait juste dans ça. Ouais, C'est bizarre un peu, non? bah, en fait, si tu veux, en fait, c'est la
c'est le problème, comme je le disais, de 80-90% des marchés financiers. C'est qu'en fait, faut vraiment chercher, faut vraiment comprendre que les marchés financiers ne reposent pratiquement pas sur l'économie réelle. C'est des indices qu'on va acheter. On va faire aussi du trading future. J'en ai pas parlé là, mais trading future, c'est plus ou moins, en fait, on va parier à la hausse ou à la baisse sur le prix d'un actif et on va gagner de l'argent sur ça. Mais du coup, Alors que nous, on il peut n'y le a faire? aucune. Bah, nous, non, non. Nous, en tant Ah, que ok, on musulmans, est on ne peut pas, d'accord. en fait. Ok. Nous, en tant que musulmans, on ne peut pas parce que ce serait trop simple. Oui, Moi, voilà. je te dis rapidement, euh, Ouais, tu peux pas prédire si le le, blé va pousser ou pas, hein. On est d'accord. voilà, en fait, Ah, tu ok. peux pas Ouais, voilà. prédire. Tu peux pas prédire. En fait, ce qui est bien avec nous, notre dîne, les règles de transaction, elles sont claires et simples. Et en fait, si tu veux que soit licite, tu dois juste les respecter. Mais pour les respecter, vu qu'on est dans un monde de la finance qui est tellement complexe, avec tellement de types de contrats, de types de ci, de ça, c'est incroyable. On doit obligatoirement chercher à comprendre clairement comment ça fonctionne. Et Ouais. des fois, c'est tellement complexe de comprendre que c'est préférable de s'en éloigner, de dire, mais attends, je comprends rien du tout. Et c'est impossible de comprendre. Je prends mes distances. Je prends mes distances. Aussi, je n'ai pas parlé du principe de spéculation. La spéculation en islam, alors quelque chose qui n'est purement que spéculation, ben, en fait, c'est pas de l'économie réelle. Quelque chose qui n'est purement que spéculation, c'est clairement pas de l'économie réelle. Parce que ça signifie quoi? Par exemple, dans les crypto-monnaies, on a un truc, ça s'appelle les mêmes coins, les mêmes coins ou les shitcoins. C'est des crypto-monnaies, bon, entre guillemets, hein, qui n'ont aucune valeur, aucun intérêt. Enfin, non, pardon, ils ont une valeur, mais ils n'ont aucun intérêt. Ils ne servent absolument à rien. Le fait d'en détenir, ça n'apporte rien. Le fait de ne pas en détenir, ça n'apporte rien. Ça ne sert absolument à rien. Et du coup, on arrive à un moment où les gens vont en acheter en se disant, vas-y, le prix va augmenter. Le prix va augmenter, le prix va exploser, c'est bien. Mais non, mais Ouais, je à vois. quoi sert ton investissement? À rien. Du coup, en tant que musulman, je ne vois pas comment c'est possible d'investir dans ce genre de choses. Ouais, je vois. Mais tu te renseignes où pour. À la fin, tu parlais de se renseigner si c'est licite ou pas. Enfin, je sais plus Ouais. c'était quel diapo. Mais Bah, tu en te fait, renseignes où? alors, première chose, c'est là où on va retrouver le plus de données, ça va être en anglais. Mais bon, de toute façon, ça c'est partout. Dès que vous voulez avoir de la data, de l'information, ça va être en anglais. Ça veut dire que moi, ce que je fais, je vais simplement faire, au lieu de faire mes recherches en français, mes recherches, je les fais en anglais. En fait, il n'y a pas un site qui va tout vous dire, non. Il y a un site qui va vous donner une info, un autre qui va vous donner une info. Vous allez lire un article qui va vous donner une autre info. En fait, vous allez devoir regarder plein de choses, vous renseigner même sur des chaînes YouTube. Il y a une chaîne YouTube, par exemple, je vous laisse la noter, enfin, d'un frère qui s'appelle Talal Lahlou. Donc, c'est un Marocain. C'est un docteur en finance islamique qui a rédigé toute une thèse de près de 500 pages sur la question de la spéculation et qui est extrêmement calé sur le marché des finances. Alhamdoulilah, il a une connaissance qui est très importante. Par exemple, lui, vous pouvez regarder ses vidéos. Lui, il va vous donner des informations, le suivre sur Twitter. Des fois, il donne des informations, des fois, il fait des calls groupés. Et en fait, c'est l'information, elle va s'acquérir tout le temps. Il y a tout le temps une opportunité d'acquérir de l'information. Des fois, vous n'allez même pas le vouloir. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire ça. Vous allez avoir cette info. Mais en gros, vous, il faut tout le temps que vous soyez en mode veille. Par exemple, je sais pas, Ouais. vous êtes sur votre téléphone, vous êtes dans le bus. Bah, ok, d'accord. Vas-y, c'est quoi cette crypto? Comment elle fonctionne? Comment ça marche? Je dis crypto, ça peut être action, hein. Moi, je dis crypto parce que moi, je suis principalement sur les. Enfin, Oui. une grande partie. Enfin, j'ai une partie de mes investissements qui est en crypto, d'autres dans un fonds d'investissement. Mais globalement, les crypto-monnaies, c'est là où je m'intéresse le plus. Donc, vous allez par exemple regarder, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt directeurs, des banques centrales, la Fed aux États-Unis, le cours du dollar. Et en fait, tout ça, c'est des informations que vous devez savoir, Emmagasiner, ouais. voilà, Chercher, ouais. emmagasiner, savoir comment ça fonctionne. Toujours être à l'actu, en fait. Ok. Juste une dernière question. Vas-y, Après, je te Inch'Allah. laisse. Euh, En tant que je suis jeune et je passe en études sup. Et du Mhm, coup, l'État me donne de l'argent, ok? mhm, Une somme d'argent pas très conséquente, hein, on ne parle pas de plusieurs milliers, mais une somme d'assez d'argent. mhm. Cependant, je veux quand même rester concentré dans les études, mais je veux pas, par exemple, lâcher tout mon argent, par exemple, sur des habits, etc. Bref. Est-ce que c'est mieux que je coffre l'argent pendant les études ou j'investis
comment ça s'appelle? Dans de petites quantités. Je sais pas comment dire. Parce que là, d'après ce que je vois, là, tout ce que j'ai vu, j'ai l'impression que pour mon profil à moi, c'est d'investir dans les cryptos. Dans les Hmm. cryptos. Ok, je Mais vois. le but, c'est pas que de rester focus là-dessus, de me renseigner tout le temps, c'est aussi de réussir des études quand même. Faut pas rigoler, quoi. Oui, oui, non, ça va de soi, ça va de soi. Alors, par rapport aux crypto-monnaies, la première chose que je vais conseiller à tout le monde, c'est d'abord de faire ses recherches sur le caractère licite ou pas de la chose. Et quand je dis ça, c'est que moi, personnellement, et je vais pas je vais pas vous influencer ou quoi, personnellement, je considère que il y a, enfin, on va dire que la technologie de la blockchain et les crypto-monnaies, globalement, sont licites sous certaines conditions. Et donc, on a des crypto-monnaies qui vont être licites, d'autres qui vont être illicites. Dans les crypto-monnaies qui sont licites, on va en avoir où, personnellement, j'ai un petit doute, donc je préfère pas m'approcher, d'autres où j'ai pas de doute et je me permets d'investir. Une fois que cette question-là elle a été traitée, à ce moment-là, toi, par rapport à ton profil, sur l'argent que tu as, tu dois, tu coffres une partie, parce qu'en fait, il faut toujours une partie, on va dire, plus ou moins sécurité. On ne sait pas Ouais. ce qui peut se passer, tu vois. On ne sait pas. Demain, je te dis une bêtise. Demain, tu n'as plus la somme d'argent que l'État te donne. Demain, il se passe quelque chose. Demain, il y a une pépite. Demain, tu dois partir à l'étranger. On ne sait pas. Du coup, toujours, tu as une petite partie d'argent que tu vas coffrer en mode sécurité. Ouais, Après, c'est à toi d'estimer le pourcentage. Tu en ouais, as ouais, je plein. vois. T'en as, ils vont te dire, par exemple, sur ce que tu reçois chaque mois, 50%, 50% de ce que tu reçois, jusqu'à 50%, c'est tes charges fixes. Jusqu'à 30%, c'est tes dépenses supplémentaires. Ce n'est pas des charges fixes, mais il faut quand même que tu les dépenses. Voilà, ce n'est pas obligé. Et tu as 20% de loisirs. Non, pardon. Tu as 30% où c'est du loisir, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux avec. Et tu as 20% d'économie que tu coffres. T'en as, ils vont te dire ça. T'en as, ils vont te dire, par exemple, dans les 20% d'économie, tu prends 10%, tu investis, 10% tu coffres. Et en fait, tu vas avoir tout ce truc-là où ça va être à toi de déterminer en fonction de ce que tu reçois chaque mois, déterminer plus ou moins ce que tu es prêt à investir. Et quand je dis ce que tu es Ouais. prêt à investir, la vraie question, c'est ce que tu es prêt à perdre dans son investissement. Et dès que tu as posé ce que tu es prêt à investir, tu vas déterminer la périodicité, tous les combien de temps tu investis, si tu investis, et combien tu vas coffrer chaque fois. Et en gros, tu vas te faire un plan sur un an, par exemple. Sur un an, tu vas te dire, OK, à la fin de l'année, il faut que j'ai tant d'euros de coffret, il faut que j'ai tant d'euros d'investis. Et là, en fait, bah, tu commences, toi, dès maintenant, à construire un certain patrimoine, tu vois. Et Je c'est vois. rien. Et quand je dis ça, et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on peut commencer à investir avec des sommes à 10 ou 15 euros. C'est possible, tu vois. Il y a Ah des ouais? solutions qui permettent, ouais, 10 ou 15 euros. Là, par exemple, le Bitstack dont je viens de parler, tu peux investir chaque fois que tu vas payer avec ta carte de crédit, ta Ouais. carte bancaire, ça va faire un arrondi au supérieur. Donc, chaque semaine, ça dépend si tu es dépensier ou pas. Si tu n'es pas trop dépensier, chaque mois ou allez, chaque semaine, ça peut peut-être investir 10 euros, ça peut te faire acheter peut-être 10 euros de Bitcoin. Ça peut peut-être te faire acheter 15 euros de Bitcoin. Ça dépend de comment tu utilises ta carte. Tu as Ouais, ça. je vois. Tu peux aussi faire un truc qui s'appelle des investissements programmés. Chaque mois, chaque semaine, c'est toi qui détermines à quel moment tu vas décider d'acheter cette crypto ou cet actif ou ce que tu veux. Tu vois. Ok. Et tu peux faire Ouais. ça à partir de 10 ou 15 euros. Par exemple, avec Trade Republic sur les actions, tu peux le faire à partir, je crois, de 10 euros. Binance, tu peux le faire à partir de 15, je crois. Bitstack, il n'y a pas de limite. Bitstack, tu le fais, il y a pas, peu importe. Tu Ok. as plein de solutions comme ça, tu vois. Ok. Barakallahu fik pour ta Ouais, fais-le réponse. voir, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une personne qui a écrit une question. Ah, je vais voir. Sur les propres firmes comme FTMO. Alors, je n'ai pas d'avis sur les propres firmes FTMO. Donc, pour expliquer un peu aux personnes, c'est quoi le principe d'une propre firme, c'est que quand vous êtes trader et une société va vous allouer un certain capital et vous dire, OK, tiens, tu trades avec, tu vas faire travailler, tu vas faire travailler cet argent et à la fin, sur les bénéfices effectués, tu vas récupérer une partie et non récupérer une partie. Ça, c'est le principe d'une propre firme. Est-ce que c'est licite ou pas? Allahu a'lam. Honnêtement, pour ce genre de questions, je vous conseille vraiment très, très fortement d'aller. Attends, je vous le mets dans le chat. Lahlou. Je vous conseille très fortement d'aller voir sur Twitter. Et soit vous lui posez la question directement en DM, il est assez réactif. Vous lui posez la question directement, ou bien si vous voulez vraiment rentrer dans le détail avec lui, vous prenez un entretien. Moi, quand j'ai payé l'entretien, je crois qu'il était à 100 ou 200 euros. 100 ou 200 euros pour une heure, je crois. Et alhamdoulilah, ça m'a permis de poser plein de questions et vraiment entrer dans
dans un domaine qui est encore plus technique. Et du coup, je vous le conseille fortement. Mais moi, personnellement, j'ai pas les informations pour vous dire. Je n'ai pas d'avis sur la question des propres firmes comme FTMO ou autres. وفيك البركة عبد الكريم. Ok. D'autres questions, Inch'Allah, avant que je passe à un dernier point? Ouais, Oui. ouais. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a pas une source de revenus stable, genre un étudiant ou quoi, d'investir au moins quelques euros, des petites sommes, quoi, soit dans la crypto, soit tout ce que tu as décrit. Bah, en fait, à partir du moment, alors, s'il y a des revenus, je conseille d'investir. Je sais pas dans quoi. Je vous dirai pas d'investir dans ça ou ça, mais du moment qu'il y a des revenus, s'il y a la possibilité d'économiser une certaine partie de ces revenus, c'est qu'il y a la possibilité, dans cette économie, d'investir une partie de ces revenus, d'investir une partie de cette économie. Et quand je dis investir, en fait, quand je dis 10 euros, c'est vraiment, en fait, 10 euros, au lieu d'aller manger au snack sur un mois ou bien de réduire sa consommation, et je parle pour moi le premier, bah, vous allez mettre 10 euros, vous allez investir 10 euros. Bien sûr, ces 10 euros-là, en soi, vous les investissez, vous les oubliez. Mais sur un an, c'est 10 euros. Si on prend les intérêts cumulés, je vous dis une bêtise, hein, vous allez mettre 10 euros en janvier. Ces 10 euros, fin janvier, ils deviennent 10 euros et 10 centimes. En février, vous réinvestissez 10 euros. Ça va vous faire 20 euros et 10 centimes. Mais du coup, après, vous allez continuer à gagner un pourcentage sur ces 20 euros et 10 centimes. Et en fait, ça fait quelque chose qu'on appelle les intérêts cumulés. Et du coup, sur un an, au lieu de se dire, bah, si j'ai investi 10 euros chaque mois, sur un an, ça me fera 120, non. Si vous investissez 10 euros chaque mois, ça peut vous permettre d'avoir une croissance qui est exponentielle, en fait. Parce qu'on va avoir un intérêt, on va avoir des intérêts composés. Alors, quand on parle d'intérêt, on va gagner un pourcentage de rendement qui va être régulier sur un mois, une semaine, etc. Peu importe. Donc, je conseille d'investir son argent du moment que c'est possible. Et quand je dis c'est possible, c'est qu'il faut être prêt à le perdre. Ça veut dire que si je te dis une bêtise, toi, chaque mois, tu peux réussir à gagner entre 90, 100, 150 euros, je ne sais pas. Bah, si tu es prêt à investir 10 euros, si tu es prêt à perdre 10 euros, donc quand je dis perdre, c'est que l'investissement que tu vas réaliser, si demain il y a un gros problème, tu finis à zéro, tu as perdu ton argent, on t'a volé, on t'a arnaqué, bah, tu t'en fous, c'est pas grave. Et en fait, le principe de l'investissement, c'est ça. C'est que quand il y a un investissement, il faut être dans une optique où, bon, vas-y, c'est pas grave, peu importe ce qui se passe. Tu vois. Et personnellement, c'est ce que je fais avec tous mes investissements. Ok, ok. Et du coup, tu peux pas, t'as pas, enfin, pour toi, le meilleur investissement pour des petites sommes, c'est quoi? Franchement, Allahu Alam. Parce que ça dépend vraiment des profils. Personnellement, quand j'avais que des petites sommes à investir, bah, je partais sur les crypto-monnaies. Et sur les crypto-monnaies, comme je dis, c'est le même principe, c'est vraiment de se renseigner. En gros, là, je parle que pour les personnes qui sont à l'aise, qui considèrent que les crypto-monnaies sont licites, enfin, que certaines crypto-monnaies sont licites et qui sont à l'aise avec le fait d'investir dans les crypto-monnaies. Personnellement, moi, c'est dans les crypto-monnaies que je mets. Je peux pas vous donner de conseils, mais personnellement, quand j'avais des revenus, des tout petits revenus, eh ben, c'est dans les crypto-monnaies que je mettais pour voir. Pour voir. J'ai perdu de l'argent, hein. J'en ai perdu de l'argent. J'en ai gagné. Je crois que même je suis break-even. Enfin, j'ai gagné autant que j'ai perdu. Mais j'étais en mode, je m'en fous. Moi, je veux juste apprendre comment ça fonctionne et investir mon argent. Moi, j'ai investi Moi, ça fait maintenant 2 ans 2 ans et demi que j'investis, 2 ans et demi, bientôt 3 ans, pardon, que j'ai investi mon argent. Et je ne vais pas devenir riche demain, loin de là. Mais si moi, je commence quand j'ai 20 ans et que quelqu'un commence maintenant quand il va avoir 25 ans, bah moi, j'aurai un coup d'avance sur lui. Donc, plus tôt tu commences, plus tôt tu auras de chance de t'enrichir, en fait. Ok, je vois. Merci. Est-ce qu'il y a les sites qui aident les traders à faire les bons choix en termes de broker, de pair à trader, etc., pour justement rester sur quelque chose de licite? Alors, personnellement, je ne connais qu'une seule plateforme, qu'un seul broker qui va être licite, en fait, mais c'est un broker qui n'est pas ouvert au public. C'est un broker qui ne va être disponible que pour les traders qui travaillent avec le fonds d'investissement dont je fais partie, qui vont avoir accès à cette plateforme-là, qui vont leur permettre de trader. En fait, cette plateforme-là,
elle a été développée justement pour pallier à tous les problèmes qu'on avait sur les plateformes de base. Les plateformes, les problèmes, est-ce que les règles de transaction sont respectées? Et vu qu'on avait tous ces problèmes-là, on s'est dit, OK, bah, il faut du coup qu'on fasse notre propre plateforme. Et quand on a fait cette propre plateforme, du coup, on a enlevé tous ces problèmes. Problème de transaction, est-ce que les transactions sont réalisées en temps réel? Est-ce que ce n'est pas juste un miroir? Est-ce que c'est pas juste. Bref, est-ce que les frais de transaction, est-ce qu'il n'y a pas de riba, l'effet de levier, toutes ces choses, tout ça, ça a été enlevé justement pour rester sur un investissement qui est purement licite. Bien entendu, en dehors de ça, je n'en connais pas. En dehors de ça, je ne connais pas malheureusement de personnes qui, dans le monde du trading, parce qu'en fait, c'est très compliqué, parce que le trading, c'est juste une action. Après, ça dépend aussi du marché. Par exemple, trader sur la monnaie, c'est moins problématique que de trader sur les actions ou bien que de trader sur un indice, etc., ou des produits dérivés, tout ça. C'est pour ça que c'est très, très, très complexe. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Abdelkrim? Hmm. Bon, bah, sur les devises en soi, bah, tu vois, vu que c'est des monnaies, il n'y a pas, il y a pas de problème. Alors, enfin, c'est licite de trader sur le marché des devises, hein. C'est licite, il n'y a pas de souci. Euh, il va y avoir un problème que si les règles de transaction ne sont pas respectées. En fait, on revient toujours à ça. Est-ce que les transactions sont effectuées en temps réel? Est-ce qu'il n'y a pas de riba? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet de levier? Est-ce que c'est bien en spot? Donc, c'est effectué en temps réel. C'est plein de choses à prendre en compte avant de vouloir commencer à trader son argent. Tout en sachant que le trading, c'est un revenu qui va être actif du coup. Parce que trader son argent, on le trade de manière active. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Abdelkrim? Ok, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah, avant que je passe à la dernière étape et que je vous laisse, Inch'Allah? Non, ok, Inch'Allah. Alors, rapidement, je veux que vous sachiez que donc cette activité que j'ai lancée, Inch'Allah, je laisse la possibilité, je fais en sorte d'allouer une certaine partie de mon temps à, à, à des suivis qui vont être un petit peu individualisés. D'accord. Quand je parle de suivi individualisé, c'est-à-dire que j'ai mis en place des créneaux de rendez-vous qui vont être disponibles pour que je puisse pour pouvoir vous accompagner. Donc, j'ai un premier rendez-vous ici, donc investir dans les crypto-monnaies, qui va être c'est un appel de 45 minutes, donc qui est payant. Et pendant ce temps, pendant ce temps-là, je vais totalement vous accompagner de A à Z sur toutes les questions que vous avez et sur un objectif. Si vous me dites, par exemple, Ata, j'ai envie de pouvoir programmer des investissements, je ne sais pas, chaque semaine, chaque mois, etc. J'ai envie de pouvoir créer mon compte, tout ça, tout ça. Sur ces questions-là, je peux vous accompagner sans aucun problème et avec plaisir, Inch'Allah. Ensuite, il y a un deuxième élément, donc ça va être mes investissements personnels. C'est avec plaisir que je tiens à partager mes investissements personnels, ce dans quoi j'investis, comment est-ce que je décide d'investir, pour peut-être donner des idées. Si ça peut vous aider, vous, à titre personnel, de vous dire, ah, lui, il a fait ça, bah vas-y, je vais essayer de faire ça aussi, je vais essayer de faire ça aussi. Si ça peut vous aider, c'est avec plaisir, Inch'Allah, que je peux partager mon expérience dans le monde de l'investissement en tant qu'investisseur. Donc, sur ce rendez-vous-là, on sera beaucoup moins sur un aspect théorique, mais beaucoup plus pratique et retour d'expérience. Ici, on sera sur quelque chose qui sera beaucoup plus théorique et je vais vraiment vous accompagner de A à Z, vous me partagez votre écran, je regarde, etc., etc., Inch'Allah. Je propose aussi des formations. Des formations, j'en ai fait une il y a de ça, je n'ai pas la fiche. J'ai fait une formation il y a de ça, je crois, deux ou 3 semaines. 3 semaines. J'ai fait une formation dans les crypto-monnaies il y a de ça 3 semaines, justement pour initier les gens au monde initier les personnes au monde des crypto-monnaies, savoir créer son compte, savoir c'est quoi un portefeuille, effectuer une transaction. Je rentre un peu plus dans le détail de la question du trading sur les crypto-monnaies, etc., etc. Et du coup, ça, c'est des formations que, Inch'Allah, dans les mois à venir, que je vais proposer de manière beaucoup plus régulière. L'objectif, c'est que je fasse 3 sessions de formation durant l'année prochaine. Donc, ce sera ouvert à peut-être une quinzaine de personnes maximum. L'objectif, c'est que je puisse vraiment privilégier l'interaction avec les personnes et qu'elles puissent me poser des questions. Donc, il y aura ces formations, Inch'Allah, dans les années, dans les mois qui viennent. Bien entendu, vu que vous êtes inscrit à cette formation, Inch'Allah, vous serez tenu au courant directement de toutes les formations, tous les webinaires, etc., que je vais mettre en place. Et il y aura aussi
un questionnaire de satisfaction que je vais vous envoyer là rapidement, enfin dans la journée ou bien demain, Inch'Allah, pour un petit peu avoir un retour sur le webinaire, comment est-ce que vous l'avez pensé, pour que vous me donniez un maximum d'expérience, parce que c'est une première fois que je fais ça, et c'est avec grand plaisir que je tiens à obtenir vos retours, vos commentaires, vos remarques, que ce soit des critiques, que ce soit des compliments ou que ce soit des critiques qui soient dures. Moi, c'est avec plaisir. L'objectif, c'est vraiment que j'améliore ce contenu et que tous ensemble, on puisse évoluer, Inch'Allah, et permettre à la communauté de s'enrichir. Permettre à la communauté de s'enrichir, bien entendu, de manière licite et qu'on puisse demain pouvoir, bien entendu, ça c'est une première marche, pardon, mais qu'on puisse demain pouvoir construire des infrastructures, mettre en place de grands projets, etc., etc. Inch'Allah. Donc, vous allez recevoir ce questionnaire de satisfaction, à la suite duquel je créerai peut-être, vous verrez, il y a une question dedans, peut-être un groupe WhatsApp, un groupe Telegram ou bien même un Slack, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse avoir un moment où on va avoir toujours une interaction. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, etc., etc. Inch'Allah. Il y aura aussi peut-être une newsletter pour toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Du coup, vous aurez le choix, Inch'Allah, de pouvoir recevoir une newsletter, soit de manière mensuelle, hebdomadaire ou bien trimestrielle, sur un petit peu l'actualité économique, ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Ça vous permettra d'avoir un petit récap des différentes actualités que vous allez pouvoir lire peut-être en 5 minutes de manière très rapide, Inch'Allah. Donc, je pense vous avoir tout dit. Euh, c'était avec plaisir c'était un grand plaisir pour moi d'avoir fait ce webinaire, alhamdoulilah. J'espère pouvoir en faire beaucoup, de nombreux autres. Bon, malheureusement, il y a eu plusieurs absents, mais alhamdoulilah, moi, l'objectif, c'est que même s'il y avait une seule personne, c'est que même si je réussis à aiguiller une seule personne, il se peut que ce soit ma sadaqa jariya et une porte d'entrée pour moi au paradis. Du coup, c'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions, que j'ai répondu à vos questions et que je répondrai encore beaucoup à vos questions, Inch'Allah. Donc, si même vous avez des remarques par mail ou quoi, vous voulez m'envoyer des choses, c'est avec plaisir si vous avez des questions. Il y a pas longtemps, par exemple, j'ai une sœur qui m'a posé une question par rapport à un investissement, par rapport à un mail qu'elle avait reçu par rapport à une proposition d'investissement. Donc, je lui ai répondu, je lui ai donné mon avis. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai fini pour moi. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Et Inch'Allah, je vais vous faire passer le mail avec les différents éléments, mon questionnaire de satisfaction, les différents liens, des applications, des outils que vous allez pouvoir utiliser dans vos recherches. Donc, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et passez une très bonne journée, Inch'Allah. Ouais, comme ça là. Alaikum salam. عليكم السلام.